L'idée, je l'ai préparée en amont, la stratégie avec mon préparateur mental. Je lui ai dit comment j'allais courir la course. Je l'ai donné aussi ma stratégie de course à Laurence. Je lui ai dit, Laurence, t'inquiète pas, si à ce moment-là de la course, je suis à tel endroit, je suis à telle place, c'est normal, n'aie pas peur. Ça va bien se passer. Ayez confiance en moi, ça va le faire. C'est comme ça que je veux courir. Je l'avais dit aussi à mon entraîneur. Il m'avait dit, ok, tu fais ta course, mais moi, je te le conseille pas. Mais après, si c'est ce que tu veux, bah, fais-le et je te suis à 100%. La stratégie de course, c'est tout simplement, on part temps pour pas temps. On regarde un petit peu 10 km les adversaires, on les regarde droit dans les yeux, et à un moment donné, au bout de à peu près 15-30 km, bah j'y vais, et puis je mets la gomme, et puis rendez-vous à l'arrivée, quoi. C'est un peu la stratégie, et j'étais prêt à courir tout seul, j'étais prêt à courir devant, j'étais prêt à faire un peu le festival. Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu, et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Course Épique, c'est le podcast Running et Trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course hors du commun. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course Épique qu'elle se raconte. Course Épique, c'est un nouvel épisode chaque mercredi, mais c'est également chaque lundi matin un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble. Nous avons donc rendez-vous 2 fois par semaine. Et si vous souhaitez suivre notre actualité au jour le jour ou découvrir les coulisses du podcast, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram courseepique.podcast. J'ai le plaisir de recevoir dans ce nouvel épisode Guillaume Ruel. Guillaume a embrassé la course à pied dès son plus jeune âge et a allongé les distances et empilé les performances sur route avec une précocité étonnante. Guillaume court ainsi son premier marathon à l'âge de 19 ans. En 2021, il devient à 23 ans le plus jeune champion de France de 100 km lors de sa première tentative sur la distance, signant alors la 11e performance française de tous les temps. Guillaume, désormais détenteur du record de France de 100 km, aborde chacune de ses courses avec ambition et fougue. Et quand bien même il prend le temps de construire de façon structurée sa carrière, il n'écoute que son cœur et son instinct une fois le départ donné. Mais je ne vous en dis pas plus. Guillaume va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course Épique. Sans calcul. Salut Guillaume, bienvenue dans ce nouvel épisode de Course Épique. Je suis ravi d'échanger avec toi. Bonjour Guillaume, c'est un plaisir aussi de partager avec toi et de faire profiter aux auditeurs un peu de tous ces témoignages que je vais pouvoir te donner et puis de l'échange qu'on va avoir ensemble. Eh ben, je m'en réjouis, en tout cas ça fait longtemps que j'ai envie de te recevoir dans le podcast. Tu as répondu très favorablement et tout de suite avec enthousiasme, donc je te remercie de ta confiance aussi. Guillaume, on est aujourd'hui le vendredi 13. J'ai une première question à te poser. Est-ce que tu souffres de paraskevidécatriophobie ? Oula, il va falloir que tu me dises ce que c'est. C'est une autre façon de te demander. C'est super superstitieux en fait. C'est la phobie du vendredi 13 qui est une superstition qui remonterait aux origines de la chrétienté et qui a fait de cette date dans certaines cultures un jour un peu malheureux comme chacun sait. Donc ça a un nom, tu vois. Il y a plein de noms pour les phobies, mais celle-là, je te le redis quand même juste pour le spectacle. Paraskevidécatriaphobie. Ouais, bah c'est un nom assez pompeux en tout cas. Ouais, exactement, ouais. Mais sinon, non, j'ai pas, ça m'impacte pas trop, on va dire. Bah, pour l'instant, là, il est 14h30 alors qu'on enregistre, donc je vais peut-être croiser les doigts parce que je sais pas ce qui peut m'arriver d'ici ce soir quand même. J'espère que je nous ai pas porté l'œil là, qu'on va pas avoir un problème technique avec l'enregistrement ou autre surprise. Bon, enfin voilà, tu auras appris quelque chose. Par contre, je te défie de réutiliser le nom ce soir au dîner, peut-être. Oui. Sans filet, ça va être compliqué. Guillaume, on va parler évidemment de ta pratique sportive générale. Je suis content qu'on traite du sujet de route aujourd'hui et puis plus particulièrement du 100 km. Je vais te demander de te présenter, mais je vais t'imposer une petite contrainte. Tu ne peux pas me parler de sport. Donc, qu'est-ce qu'on doit savoir de Guillaume Ruel qui ne touche pas au sport ? D'accord. Alors, Guillaume Ruel, 25 ans, originaire du département de la Manche en Normandie. Enfance heureuse et enfance en extérieur, à la campagne. Une éducation par mes parents, normale, avec rigoureuse au milieu des animaux depuis que je suis tout petit. Introverti de base. Mais avec le fameux mot qu'on ne peut pas utiliser, j'ai réussi à m'ouvrir un petit peu et à me découvrir. Sinon, j'ai fait mes études à l'université de Caen. Je suis diplômé depuis l'année dernière. Je suis docteur en pharmacie. Tu exerces aujourd'hui ou pas ? Alors, j'ai eu l'opportunité d'avoir un contrat avec Salomon qui me permet et d'autres partenaires aussi que j'ai, qui me permet de ne pas travailler en pharmacie à temps plein. Je fais quelques remplacements dans, on va dire, les phases un petit peu creuses de ce qu'on peut appeler un loisir que je peux pas exprimer tout de suite.
Il s'agit bien sûr des échecs. Exactement. Et sinon, j'aime beaucoup voyager, j'aime beaucoup rencontrer de nouvelles coutumes, j'aime les habitants du monde en fait, j'aime parcourir le monde. Alors j'ai la chance de parcourir le monde pas en étant docteur en pharmacie, mais avec un autre loisir que je garde secret là en ce moment. Donc, ça va surprendre tout le monde à mon avis, le sport que tu pratiques. Personne n'a la moindre idée de ça. Voilà. Donc je pense que pour me résumer, c'est à peu près ça. Et j'aime faire tout ce que j'entreprends en famille et partager en famille. Un introverti qui part à la découverte du monde et du partage, c'est intéressant, c'est chouette. Oui, un introverti de base qui a réussi à s'ouvrir aux autres et à s'ouvrir au monde. Guillaume, on va parler maintenant, ça y est, j'ouvre les vannes, de sport et plus particulièrement de course à pied. Elle a trouvé sa place assez jeune dans ta vie, à l'âge de 10 ans. Oui, j'ai commencé le sport très jeune et assez naturellement et assez intuitivement en fait. Pour moi, j'allais dès que je rentrais de l'école, je sortais dehors, j'allais voir les animaux qu'on avait à la maison, les poules, les chèvres, etc. Et en fait, naturellement, je me suis mis à courir. Et à l'âge de 10 ans, j'ai dit à mon frère, tiens chiche, j'ai envie de courir 10 kilomètres, est-ce que tu veux me suivre à vélo? Et puis il m'a dit, allez, on y va. Nos parents étaient partis faire des courses, il me semble, à l'époque. Et donc j'avais couru 10 kilomètres et mon frère m'avait suivi à vélo. Et puis en rentrant à la maison, mes parents étaient là et normalement, des parents normalement constitués auraient dit, mais pourquoi vous avez fugué pendant plus d'une heure? Et alors que moi, mes parents étaient super fiers, ils m'ont dit, c'est incroyable, tu te rends pas compte, t'as couru 10 kilomètres à 10 ans. T'as dit 1 heure, c'est loin le temps où tu mettais 1 heure pour faire 10 kilomètres. Ouais, c'est loin. Mais bon, pour un petit enfant de 10 ans, je trouvais que tout le monde trouvait ça assez surprenant et assez très impressionnant. Et donc, c'est de là que ça a commencé. Et puis, j'ai baigné aussi dans le sport depuis tout petit. Mes parents nous ont toujours éduqués à travers le sport et à travers ses valeurs. Donc oui, j'ai commencé très jeune le sport. Et justement, en revenant de ces premiers 10 kilomètres, t'as ressenti quoi? Est-ce que tu as le souvenir d'avoir ressenti quelque chose de très particulier? Est-ce qu'il y a une forme de révélation qui est née à ce moment-là ou ça s'est développé petit à petit au fur et à mesure de ton adoption de la discipline? De mémoire, ce jour-là, j'avais vraiment un défi en tête, en fait, c'était me dire, je vais tous les épater, je vais faire le 10 kilomètres et ils vont trouver ça incroyable, quoi. Et au fond de moi, je savais pas si j'en étais capable, mais en tout cas, je me suis lancé le défi et puis j'ai réussi et puis finalement, voir le bonheur dans les yeux le bonheur un petit peu parce qu'ils étaient surpris en fait de voir ce que j'ai pu faire, ça m'a comblé de bonheur en fait et finalement c'est ce partage que d'une autre manière j'ai actuellement aussi aujourd'hui avec mon frère, avec mes parents, avec ma copine. Donc c'est ce partage du sport qui nous réunit tous ensemble. Donc c'est autant pour les autres que pour toi finalement cet accomplissement. Oui, c'est ça. Je suis quelqu'un de très égoïste dans ma pratique parce que il faut que tout le quotidien familial, c'est-à-dire ma copine, elle vit à 200% pour ma passion aussi, c'est-à-dire qu'elle la comprend. Et puis, par exemple, quand je fais des compétitions, elle me suit à droite, à gauche, mais pas juste en Normandie, elle me suit aux 4 coins du monde. Mon frère, lorsque j'étais en études de pharmacie, il faisait 1 heure de route pour venir me récupérer après la fac. On allait à un endroit à Caen, ça s'appelle le Canal, Caen-Ouistreham. En plein hiver, on y allait à 20h, 21h, on rentrait à 23h, il me suivait à vélo. Et voilà, je pense que sans cette implication familiale, je pense que ça aurait été compliqué d'en arriver où j'en suis aujourd'hui. Est-ce que tu attendais ça d'eux ou est-ce que c'est eux spontanément qui ont eu envie de te suivre pleinement aussi, de s'engager au même titre que toi tu t'engageais sportivement? Je pense que ils ont appris à aimer ça en fait, à aimer à partager un peu toutes les émotions qu'on peut avoir ensemble parce que je suis pas un coureur qui aime les choses simples en fait, j'aime bien me mettre en difficulté, j'aime bien oser, j'aime bien tenter des choses et finalement je pense que c'est en osant des choses au risque de tout perdre finalement que l'émotion arrive et en fait parce que une course à pied, mes ambitions c'est pas du tout un long fleuve tranquille, une carrière d'athlète de haut niveau c'est pas un long fleuve tranquille, il y a des hauts, il y a aussi des bas et voire des très bas et justement c'est quand on atteint les très bas et ensuite qu'on rebondit pour avoir un très haut que là finalement on profite énormément de l'émotion du jour parce qu'on sait que on a travaillé longtemps en amont, que mes proches ils ont été là quand ça allait pas et finalement une course à pied quand on voit une compétition d'un point de vue extérieur, d'un point de vue public, on se rend pas compte de toute l'implication personnelle qu'il y a pour obtenir le résultat, mais on se rend pas compte non plus de tout ce qu'on fait endurer par moment à ses proches et finalement le jour qu'on a un résultat et c'est grandiose en fait parce que tout le monde en est comblé et en est satisfait.
Et puis parfois, le résultat est pas là et pourtant le travail engagé a été énorme et on le voit encore moins, c'est vrai, on le mesure déjà difficilement dans les succès. Alors dans les non-atteintes de résultats escomptés, c'est encore plus difficile à mesurer, je trouve. Guillaume, j'ai une question plus globalement sur le sport. C'était quoi, toi, les images de sport avec lesquelles tu as grandi? Est-ce que tu avais des icônes? Est-ce que tu t'intéressais principalement à l'athlé, la course à pied, ou est-ce que tu avais les chakras ouverts sur d'autres disciplines? Tu avais des idoles de jeunesse aussi dans le domaine du sport? Alors j'ai toujours été en adoration pour les sports d'endurance. J'ai toujours aimé ça, regardé ça à la télé. Pour la petite histoire, quand j'étais petit, je regardais le triathlon, je regardais la course à pied, ce qui était diffusé à l'époque. Hein, on n'avait pas, on a l'impression que je suis vieux, mais il n'y avait pas, par exemple, la chaîne. Il y a de mon temps, il n'y avait pas la chaîne, par exemple, l'équipe 21 ou des chaînes comme ça où finalement, ça, je pense que ces chaînes-là, ou même maintenant, on a des courses qui sont diffusées en live sur YouTube. Bah finalement, on n'avait pas toutes ces courses-là que maintenant on a, et maintenant c'est une mine d'or parce qu'on découvre des sports différents, on découvre plein de disciplines différentes, mais on n'avait pas tout ça. Et finalement, je bouquinais beaucoup sur le sport d'endurance. J'avais un jeu de petits vélos en fait, et alors ça paraît complètement incroyable, mais moi je me refaisais le Tour de France avec mon jeu de petits vélos. Je connaissais tous les coureurs cyclistes du peloton, professionnels et amateurs, alors que j'avais peut-être 12 ans, 13 ans. Donc j'étais vraiment un passionné. Mais je connaissais même tous les marathoniens qui faisaient 2h20, 2h25, alors que, bon, j'avais 13-14 ans, mais j'étais passionné par le sport et passionné par tous ces coureurs, en fait. Et ça m'a toujours fait rêver. Même à l'époque, j'étais déjà intéressé par le 100 km parce que mon papa participait à des 100 km. Et moi, quand je voyais un coureur de 100 km faire ne serait-ce que, moi je vais entre guillemets, hein, ne serait-ce que 7h15, pour moi, c'était un demi-dieu parce que c'était incroyable de faire ça, quoi. On comprend là la dimension inspirante de ces profils-là. Tu as parlé un peu de chiffres et de data. Est-ce que tu étais aussi un peu le nez justement dans les performances, les chronos? C'est aussi cette dimension un peu plus arithmétique du sport. C'est aussi toujours quelque chose qui t'a intéressé ou beaucoup moins que le côté plus émotionnel? Beaucoup moins. Le côté émotionnel, pour moi, c'était vraiment le plus important. Par exemple, que les cyclistes du Tour de France, ils pédalent à 35 ou à 45, honnêtement, j'en avais rien à faire. Par contre, quand je voyais un coureur qui était en perdition, quand je voyais sur le Tour de France, finalement, moi, j'avais de la compassion pour lui et je me disais, waouh, c'est incroyable ce qu'il est en train d'endurer. Et finalement, il finissait peut-être 10e de l'étape, mais pour moi, c'était le vainqueur du jour parce que, à l'image, en tout cas, le ressenti qu'on avait, c'est que ce coureur-là, c'est lui, ce jour-là, qui a été le plus combatif dans son esprit. Et finalement, c'est ce que je retenais du sport, c'était pas forcément les vainqueurs. Et j'avais une adoration pour justement ces coureurs qui avaient un peu du panache et qui étaient un peu des romantiques du sport et qui allaient des fois, qui comptaient pas leur coup de pédale pour en revenir un petit peu au vélo. Mais finalement, c'était même quand je regardais des courses à pied, c'était pas forcément le premier qui gagnait haut la main. C'est pas ça qui m'intéressait. C'était de voir un peu comment le petit Français dans la course, il se débrouillait, comment finalement il allait finir 15e d'un 5000 mètres et se dire que tout le monde allait le prendre pour un rigolo, alors que pour en être là, moi je me rendais compte qu'il était pas là pour rien, que c'était le meilleur de France et que finalement c'était dur pour lui là, ce jour-là dans la course, parce que le premier c'est toujours facile pour lui finalement, parce qu'il a personne à aller chercher devant, donc il est un peu dans une zone de confort. Mais le 15e d'un 5000 mètres, c'est hyper galère parce que il pourrait abandonner, limite quand on regarde à la télé on le voit même plus à l'écran, et ça c'était quelque chose qui m'avait assez bluffé à l'époque, et j'étais plus un aficionado des romantiques du sport, un peu à l'instar d'un Thibaut Pinot, comme on a vu ces derniers jours prendre sa retraite. Thibaut Pinot, il a pas gagné le Tour de France, mais il a gagné le cœur des Français, quoi. Cette notion d'audace et de fougue, je pense qu'on va la retrouver en fil conducteur de ta carrière. C'est un axe qui est vraiment intéressant et singulier, je trouve. Tes premiers souvenirs, toi, de compétition, ça a été quoi ton rapport à la compétition dans les tout débuts? Est-ce que c'était l'occasion de te sublimer? Est-ce que ça pouvait être une forme de pression saine ou malsaine, selon? C'était une forme de pression. Au début, quand j'ai commencé la compétition, j'étais en catégorie minime, donc je crois que c'est à peu près fin de collège. Et en fait, c'était une forme de pression parce que pour moi, c'était un peu comme si je devais me comparer aux autres, savoir si j'étais meilleur qu'un tel, moins bon qu'un tel. Et je prenais pas forcément beaucoup de plaisir. À cet âge-là, je m'entraînais déjà énormément. Peut-être en minime, je pourrais déjà 80, 100 km par semaine, alors que, je recommande à personne de faire ça à cet âge-là. C'est dans les clubs d'athlétisme, voilà, on demande pas aux athlètes de faire ça. Mais j'avais aussi un côté un peu performance, dans le sens où quand j'étais jeune, je suis pas né avec des capacités innées. C'est-à-dire que dans mes années jeunes, moi, le but, c'était de me qualifier au championnat de France. J'envisageais même pas d'être champion de France un jour. C'était juste me qualifier au championnat de France de cross.
Et donc en scolaire, on avait des championnats de France de cross et il fallait être dans les 5 meilleurs de sa région pour être qualifié. Et par exemple, il y a une année où j'avais terminé, il me semble, 13e, et je m'étais dit l'année prochaine, il faut que je sois dans les 5, et comment je vais pouvoir le faire en fait. Et donc à partir de là, c'était un peu inconsciemment une recherche de performance pour se dire comment je vais passer de la 13e place à la 5e place. Et dans mes années collège, en 4e, 3e, ma maman, elle me levait à 5 heures du matin pour que je monte sur un vélo d'appartement, parce que je disais à maman, non, il faut que je fasse du vélo d'appartement le matin, le soir, il faut que j'aille courir au stade, et c'est comme ça que je vais y arriver, et c'est comme ça que j'ai réussi, en fait. Ça peut être des contraintes par moment, ou à chaque fois, tu accueillais ça avec enthousiasme, le petit réveil à 5 heures répété? J'avais beaucoup d'enthousiasme parce que j'étais je suis toujours hyper actif, en fait. Et pour moi, si je me levais, mettons, à 7 heures et qu'à 8 heures, j'étais allé au collège, bah, j'avais l'impression que quand je me réveille à la fin du collège, je me suis un peu ennuyé parce que j'ai rongé mon frein. J'avais des grandes facilités scolaires, en fait, donc je m'ennuyais en cours. J'avais besoin de faire des choses. Et le fait de faire du sport le matin, ça me libérait totalement. Après, j'étais libéré pour la journée, et quand arrivait 15h, 16h, moi, je pensais qu'à 18h à sortir et à aller courir. Donc, ça rythmait un petit peu ma journée. Et puis, à la maison aussi, papa, il fait du sport, il faisait du sport à haut niveau aussi sur des longues distances. Et en fait, à 3h du matin, il descendait dans le garage courir sur le tapis de course. Donc, en fait, moi, papa, il courait à 3h du matin sur un tapis de course. Je voyais pas où était le problème à ma maman me lève à 5h du matin pour faire de l'home trainer, en fait. À quel moment tu as pris conscience de capacité? C'est toi qui l'as réalisé, ou est-ce que naturellement quelqu'un d'extérieur a posé ce regard-là sur toi et t'a fait comprendre que tu avais, c'est pas que du talent, mais c'est aussi beaucoup de travail, mais en tout cas des capacités, et que ça valait probablement le coup si toi tu avais envie d'aller chercher plus loin? Je pense que à cette époque-là, personne n'aurait mis un centime sur moi par rapport à ce que j'ai réussi à faire au jour d'aujourd'hui. Par contre, tout le monde était convaincu que finalement j'étais un gros bosseur dès tout petit, et ça je le mettais jamais en avant. Par exemple, mon entraîneur de course à pied mon entraîneur de club quand je allais courir en 4e et 3e dans le club d'athlétisme, je lui disais jamais que le matin, moi je me levais à 5 heures pour faire du vélo. Ça, je lui disais jamais que entre les entraînements officiels qu'on avait au club, moi je faisais des entraînements en plus. Je lui disais jamais parce que je voulais jamais être prétentieux de ce point de vue-là, et pour moi c'était un peu mon jardin secret où finalement c'était que pour moi. Donc finalement la progression était un peu normale, un peu linéaire, on va dire, mais personne se doutait trop de ce que je faisais à la maison, un peu en sous-marin. Et personne, je pense, aurait mis un centime sur le fait que je puisse battre des records de France et d'Europe sur des distances assez longues. Mais par contre, même mes parents n'auraient jamais cru que j'aurais fait ça. Après, toi, t'aurais mis combien de centimes sur toi? En fait, moi, c'était par palier que j'ai fonctionné. C'est-à-dire que, comme je t'ai dit, quand j'étais au collège, mon but, c'est de me qualifier au championnat de France. J'aurais jamais imaginé être champion de France. Donc, moi, j'ai toujours pris ça par palier. Et je me voyais pas du tout être athlète professionnel. C'était pas du tout l'envie que j'avais à ce moment-là. C'était vraiment pour le plaisir. Et une fois que j'étais qualifié au championnat de France, mon but, c'était d'être dans les meilleurs Français, d'être champion de France. Une fois que je suis champion de France, mon but, c'est d'être dans les meilleurs du monde. Et une fois que je suis meilleur du monde, c'est de battre le record du monde. Et après, parce que tout ça, ça me procure des émotions différentes. C'est-à-dire que demain, si je me qualifie à un championnat de France, ça me procurera pas plus du tout la même émotion que ça m'a donné la première fois. Et donc, je pense que si j'arrive à cocher tous les objectifs que je me suis donnés, je pense que la course à pied en compétition, en performance, ça s'arrêtera pour moi, parce que il y aura plus rien de plus haut et de plus majestueux à atteindre. Donc, je pense que j'aurais fait le tour de la question. Tu iras chercher autre chose à côté? Ouais, peut-être autre chose à côté, ou plus vivre à travers d'autres athlètes que je pourrais accompagner, des choses comme ça. Mais oui, personnellement, si j'ai fait le tour de la question, j'ai pas envie de continuer pour finalement revivre des émotions que j'ai déjà vécues, ou des émotions moins fortes, en fait. Il y a une date particulièrement fondatrice dans ta vie, ça a été outre-Atlantique, en Angleterre pour être plus précis, en 2012. Ça t'a ouvert les yeux sur quoi, cet événement sont les JO? Alors, moi, le marathon, c'est quelque chose que je suivais au mois d'avril, tous les matins à 8h30, peu importe la date qui était le marathon de Paris. Je le suivais à la télé, je regardais toute la course parce que ça m'intéressait, parce que c'était quelque chose où je me suis dit un jour je le ferai, un jour moi aussi j'ai envie de courir un marathon. C'était vraiment l'épreuve ultime qui m'intéressait à cette époque-là, mais quand j'étais très jeune, je voulais déjà courir un marathon. Et donc comme je t'ai dit, je faisais de la course à pied, mais vraiment plus pour le plaisir, pour un passe-temps, un défouloir, pour apprendre à me connaître aussi.
et pour un peu gérer mon énergie en fait entre guillemets. Et mes parents m'ont amené à Londres parce qu'on est originaire de Normandie, donc nous c'est juste en face, c'est à côté Londres. On est allé à Londres en 2012, on est allé voir le marathon des Jeux Olympiques qui était en boucle. Enfin, ça faisait différentes boucles en fait. Ce sera pas comme le marathon des Jeux Paris 2024 où c'est un grand aller-retour. Et là, ce jour-là, pour moi, c'était un déclic, pas un déclic pour me dire la course à pied, c'est fait pour moi, c'est mon sport, c'est ce que j'aime, le marathon, c'est ce que j'aime, pas du tout. C'est juste que ça m'a fait un déclic. Je me suis dit, mais en fait, le sport performance, la course à pied performance, c'est vraiment ce que je veux faire de ma vie. Et j'ai envie de vivre les émotions que sont en train de vivre les athlètes parce que il y avait une foule incroyable. Il y avait peut-être 3-4 rangs de spectateurs sur tout le parcours. Dès que les marathoniens passaient, on s'entendait plus parler. Ils étaient comme subjugués par la foule. Et je voyais les athlètes courir avec le maillot de leur pays. Je me suis dit, mais ça, c'est magnifique. Alors, c'est magnifique. Dans un sens, je me suis dit, moi, j'ai envie de participer aux plus grandes épreuves du monde, où il y a énormément de public, où c'est majestueux, style marathon de Paris et des grands marathons internationaux. Mais aussi, je me suis dit, mais imagine un jour, tu pourrais représenter ton pays et tu pourrais courir pour ton pays. C'est peut-être quelque chose de fantastique. Maintenant, on est un peu de moins en moins nationaliste, on va dire, en mode, on se lève pas tous les matins en sortant l'étendard et en chantant la Marseillaise. On n'est plus dans ce monde-là. Un jour sur deux seulement. Un jour sur deux, voilà. Les jours fériés. Mais sinon, c'était quelque chose. Je me suis dit, ouais, mais crier au monde qu'on est fier d'être français, c'est vraiment quelque chose qui me ferait, qui me booste et qui me donne envie. Et donc c'est à partir de ce jour-là où moi je me suis dit, et j'avais dit à mes parents, je me rappelle quand on était parti des Jeux, j'avais dit, papa, maman, vous allez voir un jour, je ferai comme ces athlètes-là, je représenterai mon pays au plus haut niveau. Si tu devais mettre un curseur sur entre plaisir, performance, derrière ça, ma question, c'est est-ce que tu es, au regard des ambitions que tu affiches, qui sont très hautes, est-ce que tu peux te satisfaire d'une course, par exemple, que tu as bien menée, sur laquelle tu as fait le mieux que tu pouvais, même si la place ou le chrono est pas au rendez-vous? Comment tu appréhendes ces choses-là? Est-ce que ça passe d'abord, ce plaisir, par un résultat qui est une première place? Moi, le plaisir, je l'ai tous les jours, entre le moment où je me lève et je me couche, parce que je sais la chance que j'ai de faire du sport. J'ai des amis quand j'étais jeune qui ont eu des problèmes de santé et finalement qui faisaient du sport aussi et qui étaient très performantes. Notamment, c'était une coureuse et finalement maintenant elle a un handicap et peut plus faire de sport. Et finalement, tous les matins quand je me lève, je me dis quand même j'ai de la chance, donc je peux pas me plaindre de mon sort. Donc le plaisir avant tout, parce qu'il faut savoir que quand on fait une compétition, c'est comme tous les athlètes, hein, on fait pas une compétition tous les jours. Donc finalement, le travail de l'ombre, si on n'y prend pas un plaisir fou, c'est compliqué d'aller sortir quand il pleut, quand il y a du vent. Et finalement, la compétition, c'est le résultat d'un jour J. Finalement, peut-être que la course, on l'aurait couru le lundi, le mardi, le mercredi, ça serait passé différemment. Donc il y a aussi une part un peu inconsciemment de hasard dans le résultat. Mais c'est ce qui fait aussi le charme de la compétition. Mais par contre, effectivement, maintenant, je trouve que si j'ai un échec, finalement, je l'accepte assez bien parce que je trouve tous les points d'amélioration à cet échec. Et après, un de mes défauts, c'est que par exemple, si j'arrive à faire un résultat incroyable qui me satisfait et qui est un de mes objectifs, en fait, le soir de la compétition, je me dis, là aujourd'hui j'ai fait ça, mais demain entre guillemets, dans quelques mois, mais je veux pas être à ce niveau-là, je veux être deux étages au-dessus. Donc je suis un peu un Monsieur Plus. Voilà, toujours plus et un éternel insatisfait. Est-ce que tu peux nous parler de l'équipe qui t'entoure aujourd'hui? Alors moi j'ai réussi à construire un staff par moi-même. En termes de staff médical, on va dire déjà pour commencer, c'est parce que la course à pied, c'est vrai que c'est des heures d'entraînement. Les gens, ils vont penser que pour courir 200 km par semaine, c'est des bornes et des bornes et des bornes. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi tout l'entraînement invisible et prendre soin de son outil de travail qui est son corps. Donc, pour ça, j'ai un médecin généraliste, un médecin du sport, un kiné, un ostéo, j'ai un préparateur mental, un prépa physique, un entraîneur et un coach qui me conseille un petit peu plus sur tout l'aspect ultra, un coach polonais. Donc toutes ces personnes-là, en fait, et ça s'articule très bien ensemble. J'ai aussi un service à la performance dédié par Salomon qui me permet d'optimiser la performance d'un point de vue beaucoup plus scientifique. Donc ça, c'est un staff à peu près de 10 personnes pour le côté médical et entraînement. Et aussi, en fait, j'ai mon staff, mes ravitailleurs hors pair, à savoir ma copine Charline, mon frère qui me fait pacer à vélo, mes parents pour toute la logistique, mes parents qui ont été mes premiers sponsors, hein, on va dire, tout simplement, parce que quand on est jeune, faut bien avoir des paires de chaussures, etc. Puis quand on est
Quand on est minime cadet et qu'on fait déjà plus de 100 km semaine, bah faut voilà, il faut plusieurs paires de chaussures. Il y a du débit, ouais. Il y a du débit, exactement. Donc maintenant c'est il s'occupe de la logistique. Mon oncle, j'essaie de le faire intervenir pour tout ce qui est un petit peu du contenu, à faire des photos, des vidéos. Donc on travaille en famille et donc tout ça mis bout à bout, je sais pas, c'est peut-être 15-20 personnes. Comment est-ce que tu structures un calendrier de courses à l'année qui contribue à définir ça? Est-ce que c'est avant tout toi qui poses ces décisions-là? Et puis, c'est quoi les incontournables dans une saison? Est-ce que tu te dis que chaque année, il faut que tu aies deux gros défis très différents, un sur une course classique, un potentiellement avec dans un cadre national pour l'équipe de France, s'il y a cette récurrence qui le permette? Comment est-ce que toi, tu structures tout ça? Et j'ai une sous-question qui est combien de 100 km est-ce qu'on peut imaginer faire dans une année? Alors, pour la planification de la saison, déjà, c'est à l'envie. C'est moi qui vais proposer à mon entraîneur. Je lui dis, par exemple, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça. Et donc, ensuite, on a un temps d'échange où finalement, des fois, il se dit, c'est complètement fou ce qu'il est en train de me proposer. Là, par exemple, le courir un marathon le dimanche, par exemple, le marathon de Nantes le dimanche et le mardi, un 50 km à Bologne en Italie. En 48 heures, c'est un peu fou furieux. On va essayer de le calmer, mais finalement, je lui avance mes arguments, je lui dis pourquoi je veux le faire. Et finalement, on tombe sur un consortium tous les deux. Et j'ai toujours le dernier mot, à savoir, mon entraîneur, il me freine jamais dans mes envies. Au contraire, il est là pour m'accompagner. Et c'est, à mon sens, un entraîneur, c'est quelqu'un qui va accompagner l'athlète et qui va pas le freiner non plus et qui va s'adapter à l'athlète, à ce qu'il veut faire. Ensuite, j'ai aussi une part une part aussi liée à mes différents partenaires où finalement, il faut que j'ai aussi de la visibilité pour eux, leur dire où est-ce qu'on peut communiquer sur une performance, où est-ce que vont être mes objectifs principaux, parce que forcément, en tant que partenaire, ils attendent aussi une certaine visibilité de ma part. Donc, mais par contre, ils m'obligent à rien, c'est-à-dire même en général, quand je discute avec les gens qui s'occupent du road running chez Salomon, ils sont plus à me dire Guillaume, tu sais, si t'en fais moins, c'est bien aussi, hein, on t'en voudra pas, hein, parce que t'en fais un petit peu beaucoup. Nous, si t'en fais moins, ça va très bien se passer. Donc voilà, ils mettent aucune pression, aucune, et c'est vraiment moi qui décide tout ça, qui décide de ma planification. Et enfin, les grands événements internationaux, à savoir des championnats du monde avec l'équipe de France, par exemple, ça, c'est sûr que pour moi, c'est le Graal de l'année et toute la saison est planifiée autour de ça. C'est-à-dire, des fois, il faut que je pense que 3 mois avant, si j'avais prévu de faire quelque chose, non, je le sacrifie parce que le championnat du monde, c'est plus beau que tout et finalement, ça sera le point d'orgue de la saison. Donc, je bâtis une saison entièrement sur ce championnat avec des courses secondaires, forcément. Et pour en revenir à ta seconde question, du coup, combien de 100 km on peut faire dans une année? C'est pareil, tout dépend de l'intensité que tu mets. Moi, je sais que par exemple, un 100 km, je pense que déjà un marathon, je pense que je pourrais t'en faire un tous les jours en 3 heures. Ce serait pas forcément un problème. Je pourrais en faire 300 à l'année, des marathons en 3 heures. Faire des marathons en 2h15, je pense que je pourrais t'en faire 2-3. Faire un 100 km pour tenter un record de France ou tenter un record du monde, ça doit se préparer en amont. Donc je pense que pour moi, j'en pourrais en faire 2 à l'année. On va dire un au printemps et un à l'automne. Après, si tu me dis, faire un 100 km à mon niveau en 7h30, je pense que je peux te dire, j'en fais un tous les mois ou un toutes les 2 semaines. Guillaume, c'est quoi pour toi les ingrédients qui sont indispensables pour une course réussie? Donc prends-le au sens le plus large et le plus global possible. Ça peut inclure la course, mais tout ce qui se passe autour, l'avant, l'après, le pendant. C'est quoi ce que toi tu viens y chercher idéalement? Alors, pour que je sois satisfait d'une compétition, pour que je sois heureux à l'arrivée et même quelques heures après l'événement, il faut que la préparation soit bien passée, qu'il n'y ait pas eu de couac dans la préparation, c'est-à-dire que sur la ligne de départ, finalement, je me dis, est-ce que j'ai des regrets sur ma préparation, oui ou non? Si on n'a pas de regrets, finalement, déjà on est heureux au départ parce que savoir qu'une préparation, on passe par différents états, on a souvent des petits pépins physiques, des petites douleurs, des petites tensions, et finalement être au départ avec un dossard, déjà c'est une première victoire. C'est un peu comme dans les sports de combat entre guillemets où ils arrivent à faire leur préparation, leur cutting, c'est-à-dire être au poids de combat, et finalement quand ils rentrent sur le ring, finalement ils ont déjà réussi à faire le plus dur du travail à mon sens. Et ensuite c'est réciter sa partition tout simplement le jour de la course, avoir un plan en tête mais pas un plan fixe, un plan où finalement on va pouvoir s'adapter et passer par diverses émotions aussi pendant la course. Comme je t'ai dit tout à l'heure, si c'est tout plat, moi ça m'intéresse pas. Il faut qu'il y ait des péripéties dans une course parce que sinon, si on court le marathon en 2h15 et que à un moment donné on n'a pas souffert dans la course, on s'est pas accroché et que tout est tombé de soi-même, tout est tombé de sens,
pour moi, c'est pas forcément une compétition que je retiendrai et que je serai le plus fier finalement. Une fois la ligne d'arrivée franchie, c'est un moment aussi où on se dit j'ai réussi quelque chose de beau, et peut-être qu'aujourd'hui, au fond de moi-même, j'ai grandi, je me suis découvert, je me suis découvert des capacités pas insoupçonnées parce qu'on en a plus ou moins conscient, mais je les ai mis en valeur aujourd'hui et je les ai mis en application, donc ça c'est très beau. Et à mon sens, faire une compétition où même le résultat brut est là, où on est satisfait de sa course, imaginons on gagne, on bat un record, bah pour moi ça n'a aucun sens si on le partage avec personne. C'est-à-dire que moi, lorsque je suis allé en Afrique du Sud et que j'ai battu le record d'Europe du 50 km l'année dernière, bah mon frère n'aurait pas été là à l'arrivée. Je pense que j'aurais été comme un débile dans ma chambre d'hôtel à tourner en rond à me dire c'est bien ce que j'ai fait, c'est pas bien ce que j'ai fait, mais je suis content, mais est-ce qu'ils sont contents à la maison? Et là, le fait d'avoir ses proches autour de soi, bah finalement on partage une émotion, et ça c'est pour moi c'est le plus important. Et même dans les hauts, mais aussi dans les bas en fait. Pour moi, une course réussie, c'est même si on échoue d'un point de vue performance, d'un point de vue résultat, si l'émotion de mes proches est intense, finalement, pour moi, c'est la plus belle des récompenses. Merci beaucoup pour cette présentation introductive, Guillaume. On va passer maintenant à notre rubrique du questionnaire de Proust. J'ai 3 questions hautement philosophiques pour toi. La première d'entre elles, quel moment a changé ta vie pour toujours? Alors, le moment qui a changé ma vie pour toujours, c'est le 50 km en Afrique du Sud au mois de mars 2022, où je bats le record d'Europe le record d'Europe du 50 km dans des conditions météo assez dantesques, dans le sens où il faisait 35 degrés en fin de course avec 80% d'humidité. Donc j'avais l'ambition de battre le record d'Europe ce jour-là, et il fallait que pour ce faire, je batte mon record du marathon en temps de passage et que je continue 8 km de plus. Donc déjà c'était assez compliqué. Mais au-delà de la course en elle-même, je me suis découvert des capacités aussi parce que j'avais toujours eu peur un peu de la confrontation à ce moment-là. Et là, je courais contre des grands noms de l'athlétisme, des Stéphane Mokoka qui ont fini 4 ou 5e des championnats du monde de marathon, par exemple, ou des coureurs que j'avais vu courir à la télé. Donc pour moi, c'était assez impressionnant. Et ensuite, en post-course, c'est cette course-là vraiment qui m'a fait passer dans le monde, entre guillemets, professionnel de la course à pied, où j'ai suscité l'intérêt auprès de différentes marques et que j'ai signé mon premier contrat professionnel avec Salomon. En fait, ça a été une sorte de mise en lumière de mon profil, de mon talent, entre guillemets, d'athlète. Et finalement, c'est un peu là où ça a un peu éclos aux yeux du grand public, enfin, où j'ai éclos un petit peu aux yeux du grand public. Et je pense que à ce moment-là, je ne pensais pas faire de la course à pied mon métier. Et ma plus grosse des craintes à ce moment-là aussi, c'était de me dire, finalement, est-ce que t'as pas un potentiel, un don que tu pourras jamais mettre en pratique, parce que bah la vie fait que une fois qu'on est diplômé, bah il faut travailler et c'est normal. Faut bien payer ses factures, faut bien manger, faut se loger. Et je me suis dit bah finalement est-ce que tu auras le temps pour t'entraîner? Peut-être pas. Donc finalement est-ce que tu auras un potentiel que tu arriveras jamais à exploiter? C'était un peu ma crainte, et finalement cette course-là a permis de mettre en lumière un peu le 50 km, l'ultra distance, et de me mettre aussi indirectement en valeur. Et puis des marques se sont intéressées à moi, et donc c'est vraiment ce jour-là, je pense que ma vie a basculé. Elle a changé aussi ton propre regard sur toi. Là, tu parles du regard extérieur et du pivot que ça a pu faire chez certains de tes partenaires ou des gens qui sont intéressés à toi. Est-ce que toi, je ne sais pas si légitimité c'est le terme, mais en tout cas, est-ce que sortir de ce record, tu t'es jugé et apprécié différemment? Est-ce que c'était quand même un marqueur de ton niveau de performance possible? Oui, c'était plus quelques mois avant, 4-5 mois avant, quand j'ai couru mon premier 100 km, où finalement mon ambition je sortais d'une période un petit peu galère, on va dire, sur les compétitions, où je me blessais, j'avais une crise allergique sur une autre compétition alors que je les avais super bien préparées, et j'avais dit à mon entraîneur parce que je préparais un marathon de base, et finalement j'ai pas pu y aller sur ce marathon-là à cause des conditions sanitaires Covid en Écosse. Donc j'ai fait le 100 km sans aucune préparation, et au départ dans ma tête c'était Guillaume, aujourd'hui c'est peut-être la dernière fois que tu cours, parce qu'il n'y a pas deux autres solutions en fait. C'est soit tu gagnes la course et t'écrases la concurrence, alors que j'avais jamais couru le 100 km de ma vie. J'étais pas préparé. C'était soit tu cours le championnat de France, tu gagnes la course, t'écrases la concurrence, ou sinon t'arrêtes la course à pied, parce que là t'enchaînes échec sur échec et finalement ça va pas. Et donc ce jour-là en fait aussi le jour des championnats de France de 100 km il y a 2 ans à Amiens, en fait j'ai réussi quelque chose d'assez improbable par rapport à ma préparation. Et ce jour-là à la ligne d'arrivée franchie, du coup j'avais ma qualification pour les championnats du monde de 100 km, où on reviendra un petit peu plus tard.
Mais finalement, ce jour-là, je me suis dit, l'année prochaine, championnat du monde, j'écrase tout le monde et je bats le record du monde. Logique, la base. Logique. Deuxième question de ce questionnaire de Proust, le talent que tu aimerais le plus avoir, tout domaine confondu. Alors, le talent que j'aimerais avoir, au fur et à mesure des années, j'ai réussi à être de moins en moins introverti et à m'exprimer de mieux en mieux. Et même maintenant, j'arrive à m'exprimer très bien en anglais auprès de différents collaborateurs avec lesquels je peux travailler. Donc ça, et même j'arrive à faire des conférences dans des collèges, lycées, entreprises pour leur expliquer un petit peu comment j'ai fait et un peu faire le lien entre le sport et l'entreprise, entre le sport et les études pour leur montrer que tout est possible dans la vie. Donc ça, on va dire des talents d'orateur, j'ai réussi à les acquérir. Enfin, orateur entre guillemets, je suis pas non plus un super orateur pour autant. Prends garde à toi, Fabrice Lucchini, il arrive. Voilà, mais du coup ça, j'arrive à m'en sortir de plus en plus et de mieux en mieux et à retransmettre tout ça. Par contre, s'il y a un talent que j'aimerais avoir, ce serait un talent d'écrivain, j'ai envie de dire, avoir la plume, c'est-à-dire lorsque je cours une compétition, j'ai énormément de mal à retranscrire sur un papier toutes les émotions qui me sont passées toutes les émotions qui m'ont traversé l'esprit, qui m'ont traversé le corps. Et c'est quelque chose que j'aimerais vraiment travailler à l'avenir parce que j'ai l'impression que des fois, quand j'explique les sensations que j'ai eues pendant la course, que j'arrive pas à mettre les bons mots dessus parce que je vois que dans les yeux des personnes auxquelles je m'adresse, elles comprennent pas vraiment ce que je veux dire. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais améliorer, perfectionner pour justement transmettre un peu ce vécu. Et voilà, même a posteriori, moi, je sais ce que j'ai vécu parce que je l'ai dans ma tête, mais c'est plus le retransmettre à l'écrit. J'aimerais vraiment avoir ce talent-là. Pas facile, hein. C'est un exercice difficile quand c'est en plus ça touche aux émotions et un peu l'irrationnel. C'est vrai que c'est compliqué d'appliquer des termes très concrets et que les gens saisissent avec nuance exactement ce que toi t'as ressenti. Troisième et dernière question de ce questionnaire de Proust. Le plus beau compliment qu'on puisse te faire. Qu'on te dise, Guillaume, t'es vraiment... Ouais, c'est plus on va revenir au vélo quand j'étais petit et parce que depuis tout petit, alors je suis un coureur qui fait 1m87, 62 kilos, donc je suis assez fin, assez longiligne et toute l'année je suis au poids de forme, on va dire plus ou moins en fait. Donc non pas parce que je me prive, mais parce que pour moi c'est essentiel d'être toujours en forme physiquement. Donc je sais pas si t'as regardé le film Le vélo de Guylain Lambert. Mais non, dans le film, je le vois absolument. Ouais. Dans le film Le vélo de Guylain Lambert, à chaque fois qu'il monte sur la balance, il se regarde dans le miroir et à chaque fois il se dit oh mon salaud, t'es affûté mon salaud. Donc c'est Poulvord, c'est ça? Voilà, Poulvord. Donc à chaque fois que quelqu'un me dit dis donc Guillaume, t'es sacrément affûté, voilà, c'est le plus beau compliment qu'on peut me faire. Merci beaucoup Guillaume. On va parler maintenant de ta course épique. Donc c'est les championnats du monde qui se sont tenus à Berlin, donc les championnats du monde de 100 km. Je vais en planter très brièvement le décor. Donc ces championnats du monde, ils sont organisés chaque année par l'IAU, qui est l'International Association of Ultra Runners. Elle désigne à la fois les championnats du monde en individuel et par équipe, hommes et femmes sur la distance. La toute première édition, elle a eu lieu en 1987, c'était en Belgique. Le record masculin de l'épreuve était détenu avant 2022 par le Brésilien Valmir Nunes en 6h18 et Norémi Sakurai chez les femmes en 7h28. Et l'édition qui va nous intéresser plus particulièrement aujourd'hui s'est tenue à la fin de l'été. Pas celui-là, mais celui d'avant, c'était le 27 août 2022. Guillaume, avant qu'on se plonge dedans, tête baissée, il y a un petit passage obligé dans le podcast qui est la question qui pique. Donc voilà, c'est le moment où ça dérape. C'est une question très gentiment piège que je pose à mes invités, qui est en lien plus ou moins direct avec la course. Alors aujourd'hui, c'est relativement en lien quand même. J'ai fait un effort, c'est moins tiré par les cheveux que d'habitude. On va s'intéresser à Roland Villemenot. Je ne sais pas si tu vois qui il est, oui. Qui a été le deuxième Français à s'imposer au championnat du monde de 100 km en 1990 à Duluth aux États-Unis et qui a été également 5 fois champion de France des 100 km. Il a un palmarès qui est long comme le bras là aujourd'hui dans la catégorie 75 ans et plus. Pour te donner une idée, là il y a 2 ans, il a été champion de France Master 75 du KV à Val d'Isère, du trail long à Roufac, des 100 km d'Amiens en 13h47, des 24 heures d'Albi, 152 km, et médaille de bronze à M75 au championnat de France de montagne. Voilà, je sais pas ce qu'il fait pas en fait, ce cher Roland, mais c'est assez stupéfiant de voir ce niveau de performance dans des disciplines qui sont quand même aussi diverses que ça. Ma question elle est en lien avec Roland, qui a été le seul vainqueur masculin français d'une course mythique qui se tient en Grèce. Est-ce que tu as une idée de laquelle? Le Spartathlon. Bravo, c'est une bonne réponse. Tu connais un petit peu le format là, c'est quasiment 250 bornes, 246. Ouais. Oui. Comme je te disais tout à l'heure, c'est que moi je suis un grand passionné de la course de fond et la course d'ultra-fond. Donc depuis tout petit, moi je sais ce qu'est le Spartathlon, je sais ce que sont les Comrades. Toutes ces courses-là, c'est des courses
ultra mythiques, c'est le cas de le dire. C'est des courses qui me font rêver. Et par exemple, là, on va parler du 100 km, mais je sais que j'ai souvent la question, parce que papa était en équipe de France de 24 heures, tout le monde me dit, c'est quand le 24 heures? Ben, moi, j'ai envie de dire, je pense que une course comme le Spartathlon viendra avant un 24 heures, parce que moi, il faut que je trouve du plaisir aussi dans la compétition, et à l'heure actuelle, du haut de mes 25 ans, je vois pas le plaisir pour le moment de tourner en rond comme un hamster sur un circuit d'1 kilomètre pour faire un 24 heures. Par contre, faire une distance de 240 km sur un parcours mythique d'Athènes à Sparte, il me semble, ou de Sparte à Athènes. Non, d'Athènes à Sparte. Ouais, exactement. Là, c'est quelque chose de mythique, c'est quelque chose qui me fait rêver. Et tous les ans, je regarde la course, les temps de passage, je regarde les allures, je regarde les moyennes, mais ça fait peut-être 10 ans que je regarde ça. C'est quelque chose vraiment qui... Et je sais aussi que la course d'ultrafond, la course de 100 km, c'est une discipline, on va dire, qui est un peu méconnue. Mais alors, dans le côté méconnu, il y a des ultras, un peu comme au foot, on va dire. Il y a des ultras. Et ces ultras-là, ils résident, on va dire, en grande majorité en Bretagne. Et là, j'en profite pour citer Jean-Benoît Joen, qui organise pas mal de compétitions un peu folkloriques, un peu folles, des courses par étapes, la 1000 kills, la Transgaule, des choses comme ça, donc la traversée de la France en courant. Et je sais que c'est quelqu'un qui aime beaucoup mon tempérament. Et voilà, il y a un forum sur lequel il discute régulièrement avec d'autres passionnés de course à pied, alors enfin voilà, c'est plus des retraités en général, hein, donc ils ont pas 25 ans, j'ai envie de dire, voilà, sans leur manquer de respect. Mais voilà, ils se demandent il est quand le futur vainqueur du Spartathlon, et je sais que eux par contre ils mettent plusieurs pièces sur mon dos, sur mon compte, à savoir le futur vainqueur du Spartathlon français, et on le tient peut-être si c'est peut-être un Normand, quoi. Et moi c'est quelque chose qui me ferait énormément plaisir de déjà personnellement, mais en fait pour l'héritage entre guillemets de l'ultrafond français. Voilà, j'aimerais aller au Spartathlon et montrer à tous ces anciens, mais avec le respect que j'ai pour eux, hein, c'est pas négatif, c'est pas péjoratif de dire anciens, mais tous ces coureurs d'expérience, je leur montrer que vous inquiétez pas, on est là et la relève est assurée, même sur des courses comme le Spartathlon, parce que pour moi c'est une course qui, honnêtement, hein, qui me fait rêver. Il y a très très peu de courses qui me font rêver à l'heure d'aujourd'hui, mais sur route, le Spartathlon, c'est quelque chose de mythique. On a rendez-vous pour un prochain épisode de Course Épique, j'ai l'impression, là, Guillaume, dans quelques mois ou quelques années. Juste pour la petite histoire, ouais, donc c'est entre Athènes et Sparte, et c'était donc le parcours de Philippides qui avait été demandé de l'aide lors de la bataille de marathon. Et il y a 75 checkpoints et un temps fixé à 36 heures, soit 6,8 km/h de moyenne pour réaliser ces 246 km. Bravo, tu n'as pas été à l'Athènes du tout sur cette question. Félicitations, tu t'en es sorti comme un chef. On va passer maintenant à ta course épique, donc c'est championnat du monde, on l'a compris. Est-ce que tu as le souvenir d'avoir mis des choses en place particulières dans le cadre de la préparation de ces championnats du monde? Est-ce que tu as ajusté certains curseurs? Il y avait tout ajusté, de toute façon, parce que le championnat du monde de 100 km, c'était mon deuxième 100 km que je courais en compétition. Donc le premier 100 km, comme on l'a dit auparavant, c'était Amiens, quasiment un an plus tôt, 10 mois plus tôt, pour le championnat de France. Aucune préparation spécifique, j'y suis allé la fleur au fusil, aucune stratégie de course, je m'enflamme un peu, mais une stratégie de course, mais voilà, je suis déjà au championnat de France, j'étais parti en 3h06 aux 50 km, donc sur des bases largement plus rapides que le record de France, quasiment sur les bases du record du monde. Donc j'avais tout à faire, j'avais tout à apprendre, les ravitaillements. À Amiens, j'avais fait n'importe quoi, je savais pas comment me ravitailler. Il me semble que si on regarde les photos de la course, encore jusqu'au 85e kilomètre, j'avais un bonnet et des gants, alors que je commençais à avoir chaud, quoi. Il faisait 12-13 degrés. Donc du grand n'importe quoi, on va dire, finalement. Un amateur total, quoi, un vrai cadet. Les bronzés font du 100 km. Exactement, les bronzés font du 100 km. Donc il y avait tout à mettre en place. Et pour ce 100 km-là, à Berlin, je me suis astreint à une préparation avec mon entraîneur, très rigoureuse, très millimétrée, comme on a l'habitude de faire. C'était vraiment l'objectif de l'année, donc on a tout construit pour ça. Et du coup, on a commencé à faire des sorties beaucoup plus longues que ce qu'on avait l'habitude de faire à l'entraînement, quoi. On a fait au maximum de la préparation 60 km, mais c'est pas 60 km en footing, quoi. On a fait 60 km. Par exemple, la sortie la plus longue que j'ai fait, la plus belle à mon sens, qui m'a donné confiance 3 semaines avant la compétition, c'était 60 km avec 20 km à 3,40 au kilomètre, donc ça à peu près 16 à l'heure. Ensuite, jamais de pause, hein, donc les 20 km entre le 20 et le 40 à 3,30 au kilomètre, donc à 17,2 km/h, et du 40 au 60 à 3,20 au kilo, à savoir à 18 km/h. Donc voilà, c'était une magnifique séance, et ce jour-là, Incroyable. Quand on a échangé avec mon entraîneur, je lui ai dit la séance elle est bien passée, je me sentais plutôt pas trop mal, j'aurais pu continuer encore un petit peu. Et il m'a dit là je pense qu'on est prêt, parce que je pense que dans le monde peut-être que personne n'a jamais fait cette séance-là, quoi. Donc
faudrait quelqu'un d'aussi furieux que moi pour faire une telle séance, et un entraîneur aussi un peu furieux, parce que pour donner un tel entraînement, faut être un peu furieux et un peu barbare. Mais il sait que j'aime ce côté de l'entraînement là, et il m'accompagne dans ce sens-là, à savoir voilà, il me dit toujours qu'il faut qu'il me donne à manger à l'entraînement, parce que sinon je reste sur ma faim. Et ce jour-là, je pense qu'on était prêts. Enfin, quand je dis on, en fait, c'est parce qu'à chaque fois, j'englobe l'équipe. Je parle pas de moi à la troisième personne, hein, mais c'est Il vous en l'équipe. prie. Voilà, on était tous ensemble, on était prêts, et finalement, on était tous d'accord pour dire bon bah, on est prêts, on y va. Et puis on va voir ce qui va se passer le jour J. Là, la séance dont tu parles de 60 km, t'as fait ça sur piste ou tu peux aller chercher un terrain route sur lequel c'est adapté? Sur à Caen, on a le canal qui fait Caen-Ouistreham, et on a une portion de 5 km qui est vraiment métrée tous les 100 mètres. Et donc, moi, c'était des allers-retours de 5 km que je faisais. Avec mon frère à vélo devant, et puis, moi, je me mettais dans sa roue, je courais, et puis, c'était parti, hein, le ravitaillement tous les 7 km et demi, ce qu'on allait avoir à Berlin. On mettait tout en place comme, le jour de la compétition. Donc, c'était ça. C'était un entraînement de 3h30, et ça s'est très bien passé. C'est quoi la séance sur laquelle tu tires un peu plus la patte? Est-ce qu'il y en a d'ailleurs une que t'aimes un peu moins que les autres? Bizarrement, non, il y en a pas beaucoup, parce que le 100 km, faut savoir que c'est beaucoup d'entraînement endurance active. Et quand j'arrive en fin de préparation, je suis même un petit peu, vivement qu'on passe à une prépa marathon, parce que une prépa marathon, je sais pas, on travaille tous les aspects de la course, on travaille la VMA, le seuil, l'endurance, on travaille tout en fait. Et le 100 km, on va jamais courir 80 km à l'entraînement, donc finalement, on est toujours un peu dans une zone de confort. Et ça, c'est quelque chose de l'entraînement qui m'ennuie un petit peu dans la préparation 100 km. Et comme je te disais auparavant, moi, il faut que je trouve du plaisir. Et finalement, quand je fais, par exemple, dans une journée, 2 fois 25 km à 15 à l'heure, en fait, c'est du footing, quoi. Et dans le footing, je trouve pas beaucoup de plaisir. Donc, il faut qu'il y ait un peu de piquant, un peu de rythme. Il faut qu'on change, il faut qu'on fasse un petit fartlek un peu d'audace, que diable, un peu de folie. Voilà, un petit peu de folie, parce que sinon, on s'ennuie un petit peu. Et ouais, c'est un peu ça aussi. À la fin de la préparation, honnêtement, mentalement, je me disais, vivement la course, parce que là, j'en ai marre de faire des semaines à 250, 280 km, à faire des footings à 15 à l'heure. Ça commence un peu à m'ennuyer, et j'ai envie qu'on refasse un peu qu'on retourne sur la piste, qu'on retourne faire des petits sprints, des choses comme ça, quoi. On a parlé de l'équipe qui t'encadre de manière continue. Il y a donc une nouvelle composante issue de ta sélection qui est l'équipe de France et l'encadrement de l'équipe de France. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'équipe et comment vous avez travaillé aussi en amont? Moi, je suis très, très copain avec Laurence Klein, que j'apprécie beaucoup, avec qui je pense que c'est une relation aussi toute particulière. Voilà, est-ce que tu peux un peu nous éclairer sur à la fois comment c'est organisé, puis surtout quels étaient les points de passage avec l'équipe de France et puis aussi les autres coureurs, coureuses qui étaient présents sur ces championnats du monde? Comment est-ce que tout ça s'est construit jusqu'à l'échéance en août 2022? Alors ouais, le 100 km, du coup, pour les championnats du monde, c'est une compétition individuelle, mais aussi collective. C'est-à-dire qu'on additionne le chrono des 3 meilleurs coureurs pour les hommes et des 3 meilleures coureuses pour les femmes. Donc, il faut créer une sorte d'émulation collective, en fait, pour essayer de se sublimer un peu les uns les autres pour aller chercher le meilleur résultat possible, collectivement parlant. Et donc dans le staff de l'équipe de France, comme tu l'as dit, on a eu un stage à peu près un mois en amont du côté d'Andrézieux, dans la Loire, à côté de Saint-Étienne, pour justement s'entraîner ensemble, essayer de créer une sorte d'émulation collective, en fait. Et moi, je suis quelqu'un de très très perso, qui court pour moi, et je suis pas quelqu'un qui pense vraiment à l'autre quand je cours. Je cours pour ma pomme. Je suis très égoïste dans ma pratique de la course à pied. Donc moi, finalement, honnêtement, hein, quand je suis allé au stage, ça me gonflait, parce que moi, je revenais de Font-Romeu. Je m'étais entraîné un peu comme un fou furieux pendant 3 semaines. Là, on me dit d'aller dans un stage fédéral. C'est quelque chose qui me plaisait pas énormément. Moi, j'ai pas envie de courir avec d'autres coureurs, j'ai envie de courir tout seul. Je sais que les autres, entre guillemets, vont me ralentir. Je vais devoir faire mes footings à 14, alors que moi, j'aime bien les faire à 15. Voilà, ça change un petit peu des habitudes que j'ai l'habitude d'avoir. Et de base, j'étais vraiment réticent. J'avais pas envie d'y aller à ce stage, et j'avais envie qu'une chose, c'est d'être 5 jours plus tard et rentrer chez moi et aller m'entraîner à la maison. Et pendant ce stage, non, mais j'ai fait plus connaissance avec les autres coureurs du 100 km. Donc on était 5 gars et 3 filles. Et finalement, l'osmose s'est faite avec Laurence Klein, comme tu as pu le dire, qui est notre entraîneuse nationale du 100 km, et sans qui cette émulation collective n'aurait jamais eu lieu. Et finalement, moi, je suis arrivé à ce stage réticent, un peu, j'ai envie de rentrer chez moi.
à peine arrivé, j'avais envie de rentrer chez moi, à quelque chose où finalement je suis sorti de ce stage et je me suis dit pourquoi on n'a pas duré encore 2-3 jours, parce que franchement là les 4 autres gars là c'est mes potes, hein, j'ai envie qu'on aille s'entraîner ensemble tous les jours là, c'est génial, on passe de super bons moments et j'apprends aussi. Par exemple au stage il y avait Eric Lavry qui était là et pour l'anecdote, Eric Lavry, quand j'avais 13-14 ans, je suis allé sur un trail, il m'a dédicacé un t-shirt et je lui ai montré la photo et voilà, c'était énorme parce que c'était un peu improbable et Eric, on est originaire de la même ville, on est originaire de Coutances, donc pareil, improbable de se retrouver au même endroit, au même moment, voilà, comme ça, des années après, 10 ans après. Donc après, j'apprends aussi de l'expérience de toutes ces personnes-là et Eric, il m'a apporté énormément d'expérience parce que voilà, il a fait du trail, de l'ultra-trail, de l'aventure même. Laurence, elle m'a apporté aussi tout son côté expérience du 100 km que moi j'avais pas et elle m'a expliqué plein de choses. Elle m'a apporté sa science de la course, son côté aussi comme j'ai l'habitude de le dire, un peu son côté maternel en fait qu'elle pouvait m'apporter parce que j'ai l'âge de ses enfants finalement. Parce que voilà, les autres coureurs de 100 km schématiquement, ils ont plus 35 ans donc moi j'ai 10 ans de moins quoi à peu près donc voilà, quand une personne qui a la cinquantaine s'adresse à un jeune qui a la vingtaine, on est plus en lien mère-fils que entraîneur-entraîné quoi. Et avec Laurence, on avait vraiment ce lien-là. Et donc au fur et à mesure, j'ai vu tout l'intérêt du collectif au fur et à mesure. Mais voilà, moi le championnat du monde, c'était dans ma tête, j'y vais pour gagner, pour battre le record du monde et le classement collectif, on verra parce que de toute façon moi je vais faire le job. Après les autres, eux quand je dis eux, c'est mes coéquipiers. S'ils le font, tant mieux. S'ils le font pas, tant pis, hein, ce sera pour eux. Et moi le classement collectif, on verra, mais c'est un lot de consolation quoi. Et le jour de la course, voilà, quand on y reviendra, Laurence a fait mes ravitaux. Elle a fait aussi les ravitaux de Camille Chéniaud qui a fini deuxième féminine au championnat du monde. Et il faut savoir que voilà, Camille et moi, on a des tempéraments et des caractères bien trempés, c'est-à-dire que si quelque chose nous plaît pas, on le dit et on s'en cache pas et quitte à la confrontation, voilà, parce que en fait, on veut que tout soit optimisé et on a peur qu'il y ait un petit grain de sable dans la machinerie et que ça nous pose problème le jour J. Et je pense aussi on a des tempéraments bien trempés, alors des fois ça passe pas avec tout le monde hein, parce que on peut se dire quelle bande de prétentieux, quelle bande de ils sont chiants quoi, clairement ils sont chiants, mais c'est aussi ça un peu qui définit le grand champion et la grande championne, c'est des caractères un peu atypiques et ils savent ce qu'ils veulent. Et ce qui est intéressant, en tout cas, dans ce que tu dis, c'est qu'il n'y a pas de faux semblant sur le sens de la performance individuelle que tu places aussi avant le collectif, même si ce que tu expliques, c'est que petit à petit, au contact des autres et au contact aussi notamment de Laurence, voilà, ton regard a évolué sur le sujet, mais d'admettre et d'assumer le fait que c'est ta performance individuelle qui prime aussi et sur laquelle toi tu te concentres et tu vas mettre toute ton énergie d'abord pour toi. C'est intéressant de l'assumer, je trouve. Ouais. Guillaume, tu as expliqué que c'était essentiel, que une partie de la course était déjà réussie en arrivant sur la ligne de départ dans les bonnes dispositions, en ayant fait ce qu'il fallait et sans que le corps ait pété. Est-ce que c'est ce que tu as ressenti, toi, en étant sur la ligne de départ à Berlin, enfin en tout cas en quelques jours de t'y présenter? Oui, on est arrivé avec l'équipe de France 2 jours auparavant. On a eu la cérémonie la veille de la compétition. Encore une fois, moi je voulais pas y aller à la cérémonie. Fallait faire une demi-heure de bus, après faire la cérémonie, rentrer à l'hôtel, etc. Moi j'avais pas envie de ça. J'avais une envie, c'était d'être dans ma chambre, qu'on me fiche la paix, et le lendemain réciter ma partition. Donc voilà, la cérémonie, honnêtement, j'y suis allé. J'ai fait le strict minimum. J'ai fait le défilé des nations. Et une fois que j'avais fait mon truc, moi mes parents et ma copine et mon frère étaient sur place. J'aurais dit on rentre à l'hôtel tout de suite, j'en ai marre. Moi j'ai pas envie de faire le pampin aujourd'hui là, c'est demain moi que je suis la superstar, c'est pas aujourd'hui hein. Vous allez voir, demain ça va être incroyable. Donc je suis rentré à l'hôtel et voilà, après c'est pareil, le soir de la course j'ai plutôt bien dormi, mais ma copine, mon père et mon frère m'ont préparé mes ravitaillements parce que du coup c'est un circuit de 7 km et demi et à chaque tour on pouvait avoir des ravitaillements du staff de l'équipe de France, donc Laurence me donnait les ravitaillements. Donc tout était prêt, moi j'avais qu'une envie, c'était demain matin, c'est parti, c'est la course et on y va et mon objectif c'est je vais leur montrer que je suis meilleur. À quel point tu regardes les autres? Est-ce que le sujet, c'est principalement toi? Ou est-ce que quand même, tu vas un peu creuser les profils qui sont présents sur place? Est-ce que tu peux aussi peut-être nous éclairer sur les nations qui sont traditionnellement fortes sur le 100 km? C'est pas forcément des pays auxquels on pense, en tout cas, avec un prisme qui est un peu différent de trail ou de format de course un peu plus court. Ouais. C'est quoi les nations aussi à surveiller traditionnellement? Alors, pour parler on va dire, la start list, tout simplement, au départ de la course, en Europe, il n'y avait pas grand coureur, très honnêtement. Les meilleurs coureurs étaient à 6h30, 35, il me semble, de mémoire.
Même pas, ouais, 6h35, donc rien d'incroyable par rapport à ce que j'ambitionnais. Hein. C'est énorme, 6h35. À l'époque, j'avais fait 6h42 à Amiens. Donc moi, je disais, les coureurs de 6h35, c'est pas de la concurrence pour moi, c'est ceux qui vont finir derrière. Le côté américain, ils sont quand même assez solides. Jim Wemsley, par exemple, a fait 6h09 au 100 km, mais il n'était pas présent ce jour-là parce qu'il préparait l'UTMB, il courait l'UTMB qui était le même jour, il me semble, et il s'est destiné plus à une carrière sur le trail. Donc pour atteindre l'objectif ultime qu'il a accompli cette année, donc voilà, il a bien fait de faire ce choix. Bravo Jim. Voilà, avec même comme on disait au tout début du podcast, avec des bas, des très bas même, limite un peu moqué de temps à autre sur sa stratégie, sur sa mentalité. Finalement, il a appris et avec un entourage familial, hein, il a réussi à acquérir son Graal à lui. Donc bravo à lui, il a bien fait de s'orienter sur cette voie. Et sinon, côté concurrence américain, il y en avait un coureur en 6h30, mais voilà, il n'était pas très en forme. Par rapport aux entraînements qu'il mettait sur Strava, par exemple, je savais qu'il n'était pas très en forme, le garçon. Et sinon, les deux grosses nations, c'est l'Afrique du Sud et le Japon. Parce que pourquoi ces deux nations-là? Ces deux nations assez fortes, assez historiques. L'Afrique du Sud, parce que les coureurs d'ultrafond courent les Comrades. Les Comrades, course de 90 km qui avait lieu le même jour que les championnats du monde, le lendemain des championnats du monde, le 28 août. Donc les meilleurs Sud-Africains n'étaient pas présents. À savoir qu'en Afrique du Sud, les coureurs d'ultra-distance sur un format 50-90 km sont professionnels. Donc forcément, qui dit professionnel dit ils sont bons, quoi. Et ils ont du temps pour faire ça, ils optimisent ce qu'ils ont à optimiser. Et pourquoi le Japon? Ils ont une culture de l'entreprise et de la mise en avant du marathon, de l'équidène et de l'ultra-distance qui est assez incroyable. À savoir, là, il y avait 4 coureurs japonais, donc celui-là qui va gagner la course et celui-là qui va faire second. Ils ont 26 et 28 ans. Et petit spoiler sur la course. Petit spoiler, j'ai pas gagné la course. Et donc c'est eux qui vont gagner le classement par équipe parce qu'ils vont faire 1, 2, 6. Mais de base, ils avaient le 1, 2, 3, 4e meilleur temps des engagés. Donc mais de loin devant tout le monde, ils avaient 6h20, 6h15. Il y avait le recordman du monde qui avait 6h09. Donc voilà, les autres ils étaient à 6h35. Hein. Donc ils avaient un quart d'heure d'avance sur toute la concurrence. Et ces coureurs-là, en fait, ils sont soutenus par une entreprise durant leur carrière sportive et une fois retraités. C'est un grand mot, hein, parce que si on dit qu'on est retraité en France à 35 ans, voilà, c'est pas dans les mœurs du jour. Il manque des trimestres. Voilà, il manque des trimestres, mais ils sont intégrés à l'entreprise en tant que représentants parce qu'ils ont des valeurs à partager aux salariés et en fait ils sont entre guillemets recyclés au sein de l'entreprise pour la communication de l'entreprise, pour soutenir les différents associés de l'entreprise, pour voilà, un peu une sorte d'exemple à suivre aussi, parce que la culture japonaise, c'est beaucoup ça, c'est la réussite qui importe et arriver à la réussite. Donc ce sont des exemples de réussite qui après sont qui sont repris au sein de l'entreprise. Donc en fait, c'est des athlètes professionnels qui courent 250-300 km par semaine. Donc oui, ce sont les meilleurs, contrairement à des athlètes amateurs plus européens qui font ça pour le plaisir avant tout. On a parlé de tes ambitions, de ta confiance en arrivant sur la ligne de départ. Est-ce que malgré tout, il y a de la place pour de l'appréhension? Est-ce qu'il y a une chose sur laquelle tu es plus incertain ou méfiant? Je suis toujours méfiant par rapport au 70e kilomètre, en fait, parce que j'ai fait que 100 km, j'ai fait des entraînements de 50, 55 km, mais un entraînement de 60 km, mais jamais plus. Et la part de l'inconnu, un peu comme un ultra-trailer qui arrive au 100e kilomètre, qu'est-ce qui va se passer entre le 100 et le 160? Je l'ai jamais vraiment expérimenté. Qu'est-ce qui va se passer? J'ai un petit peu peur, mais après je me dis, il y a le temps, ça va arriver, et finalement, pour arriver au 70e kilomètre, on va déjà courir 4 heures, 4h30, donc on fera le point dans 4h30 aujourd'hui. On s'en reparle. Voilà. Guillaume, tu t'en es pas rendu compte, on a remonté le temps, on est le 27 août 2022, c'est le grand jour. Comment t'es dans ces moments-là sur la ligne de départ? Est-ce que c'est le niveau maximal de l'impatience? Est-ce qu'il y a de la place quand même pour un petit peu de nervosité? Tu es zen, enfin voilà, comment tu abordes ces moments-là à quelques secondes du coup d'envoi? Je suis assez nerveux, mais impatient en fait, excité, parce que 3-4 mois de préparation, limite 10 mois de préparation depuis que je sais que je vais courir sur le championnat du monde, c'est tout de suite, c'est maintenant, et voilà, moi je suis prêt et top départ, quoi. C'est quoi la stratégie que tu as en tête, toi, pour la course? Est-ce que j'imagine que tu as bien réfléchi? C'est quoi l'idée? Comment tu la visualises? L'idée, je l'ai préparée en amont, la stratégie, avec mon préparateur mental. Je lui ai dit comment j'allais courir la course. J'ai fait part de ça aussi à mes parents, à ma copine. J'aurais dit, surtout n'ayez pas peur. Ça va se passer comme ça, mais ça va bien se passer. Je l'ai donné aussi ma stratégie de course à Laurence. Je lui ai dit,
Laurence, t'inquiète pas, si à ce moment-là de la course je suis à tel endroit, je suis à telle place, c'est normal, n'aie pas peur, ça va bien se passer. Ayez confiance en moi, ça va le faire. C'est comme ça que je veux courir. Je l'avais dit aussi à mon entraîneur, il m'avait dit ok, tu fais ta course, mais moi je te le conseille pas. Mais après, si c'est ce que tu veux, bah fais-le et je te suis à 100%. La stratégie de course, c'est tout simplement, on part temps pour pas temps. On regarde un petit peu 10 kilomètres les adversaires, on les regarde droit dans les yeux. Et à un moment donné, au bout de à peu près une heure de course, 1 ou 2 heures de course, à peu près 15-30 kilomètres, bah j'y vais. Et puis je mets la gomme et puis rendez-vous à l'arrivée, quoi. C'était un peu la stratégie et j'étais prêt à courir tout seul, j'étais prêt à courir devant, j'étais prêt à faire un peu le festival. Ouais. Donc tu appliques à la règle ce que tu avais prévu, tu pars tambour battant, tu t'empares assez rapidement de la tête. Tu décroches les coureurs qui te suivent, mais pas tant que ça. Est-ce que c'était surpris sur ta difficulté peut-être à faire un trou un peu marqué au regard de toi, de l'intensité que tu mets? Oui, bah je fais les 10 premiers kilomètres au chaud au peloton, mais un peloton, on allait déjà à 16 à l'heure, c'était 16 et demi, et on était plus que 5-6. Il y avait les 3 Japonais qui étaient là, il y avait un Sud-Africain, puis il y avait moi. Et donc à un moment donné, comme il y avait mon père sur le bord du parcours, je lui dis papa, ça va pas assez vite, je m'ennuie là, faut que j'y aille. Et mon frère me canalisait à chaque fois, il me disait attends. Et à un moment donné, je me suis dit non, maintenant j'y vais et je peux plus ronger mon frein, il faut que j'y aille, quoi. Ils doivent être plus fatigués que toi à l'arrivée, non, ta famille? Ouais, je pense que ils passent par toutes les émotions, ils doivent être faut pas être cardiaque avec moi. Et donc je pars au 10e kilomètre, mais je crois que j'aligne 2-3 kilomètres à 18 à l'heure, vraiment pour me détacher, parce que puis j'en avais marre de courir dans un peloton, j'en avais marre de regarder où je mettais mes pieds, il fallait que je sois tout seul, que je sois libre, et que voilà, une fois à partir du moment par contre où j'accélère, bah je me dis maintenant il y a plus de chemin inverse, parce que je suis quelqu'un qui est déterminé dans ce qu'il fait, et quitte à aller droit à l'échec, droit à l'abattoir, en fait j'y vais, hein, je fais jamais demi-tour. Je me dis jamais, il serait peut-être plus prudent de relever le pied, retourner dans le peloton, bien au chaud, on va peut-être se calmer, la fougue. Non, si je prends une décision, je la prends, puis je l'assume jusqu'au bout, en fait. Donc, effectivement, je pars. Et moi, ma stratégie, c'était de passer aux alentours des 3 heures à la mi-course. Donc, le record du monde, à l'époque, était à 6h09. Donc, passer 5 minutes en avance sur le record du monde. Et je me suis dit, les autres, ils ont 6h20 comme chrono, hein. Comme t'as dit au préalable, le record du championnat, il est à 6h19, hein. Donc, de toute façon, si je passe en 3 heures, je vais passer avec quoi? 10 minutes d'avance sur le deuxième à la mi-course? Ils vont déjà jouer la deuxième place parce qu'ils vont se dire, le petit français, là, il est intouchable, il est beaucoup trop en avance, on le voit même plus, quoi. On l'a plus dans le point de mire. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que les Japonais ont mis une stratégie en place. Et en fait, ils m'ont gardé à distance, à 2 minutes, au maximum. Et ils passent à la mi-course, peut-être 1 minute derrière moi. Et en fait, c'était un peu le jeu du chasseur-chassé, quoi. Eux, ils étaient à 3 derrière, à se passer des relais. Moi, j'étais tout seul devant. Et puis c'est un parcours qui était en aller-retour. Donc en fait, on se croisait tous les 3 kilomètres, 3 kilomètres et demi. C'était des boucles de 7,5 km, hein, c'est ça? Ouais, 7 kilomètres. Enfin, une boucle. Ouais, donc on se croisait en fait schématiquement toutes les 12 minutes, on se voyait. Donc ça c'était hyper frustrant pour moi parce que j'avais l'impression de mettre un peu la gomme et je me suis dit au prochain demi-tour génial, je vais avoir 200 mètres d'avance. Non, ils étaient toujours à 100 mètres, 150 mètres et ils tenaient la dragée haute. Et à un moment donné, il y a leur entraîneur national, parce que les Japonais sont très calmes, hein, ils parlent pas quand ils courent, c'est pas être introverti, mais ils sont très respectueux, ils osent pas le ton plus que ça. Par exemple, cette année, je suis allé à Tokyo, j'ai jamais vu quelqu'un hurler, j'ai jamais vu quelqu'un s'énerver en voiture, jamais vu, ça c'est impossible pour eux. Comme en France, tu veux dire? Comme dans les bouchons parisiens, ouais, exactement. Mais ils ont pas une culture méditerranéenne un peu sanguine, on va dire. Ils sont très calmes, c'est dans leur culture. Et là, tout d'un coup, j'entends quelqu'un qui hurle, mais de toutes ses forces. Et en fait, c'était l'entraîneur du Japon qui leur criait dessus pour dire il est à plus de 2 minutes, maintenant vous accélérez, vous allez le rattraper parce que là, il est en train de nous la mettre à l'envers et on sait pas ce qu'il vaut, le français. Là. Il a fait 2,47 aux 50 km, mais ok, il a fait que 6h42, mais là, il nous fait un petit peu peur. Enfin, j'imagine c'est ce qu'il devait dire, se dire en tout cas. T'avais pas ton dictionnaire de japonais sur toi? Non, j'avais oublié, j'avais pas Google Traduction en plus. Et donc il reste à 1 minute et puis finalement moi je commence à me fatiguer un petit peu et je me dis moi je suis passé en 2h59, ils sont passés en 3h01, je voulais qu'ils passent en 3h, enfin j'avais estimé qu'ils allaient les passer en 3h10. Là les comptes sont pas bons, ça va pas le faire, quoi. C'est compliqué, ils sont encore 3, quoi. Tu cogites beaucoup là? Est-ce que ces réflexions-là, elles t'animent? C'est en flux constant ou il y a quand même un truc aussi très mécanique, automatique, où tu es dans l'effort et tu satellises un peu ces considérations de position, de chrono, où tu vis constamment avec ça, en observation de toi, ton ressenti, de leur position, des signes extérieurs? Je suis très à l'écoute des signes extérieurs
Et je vois aussi dans le regard de mes proches un peu d'interrogation, un petit peu de crainte, un petit peu de peur. Et moi, c'est quelque chose que je prends énormément pour moi. Qu'en fait, quand je vois les gens qui me regardent avec un peu d'appréhension, un petit peu de peur pour moi, ça me met en doute. En fait, je me dis, derrière, à tous les coups, ils sont bien aussi, ils sont peut-être mieux que moi. Et en fait, ils vont peut-être me rattraper. Et pourquoi ma copine ait fait cette tête-là? Pourquoi mon frère ait fait cette tête-là? Pourquoi mon père il est en mode c'est impossible, tu vas jamais le faire. Et pourquoi il me demande à chaque tour est-ce que ça va? Ça va être compliqué. Enfin voilà, moi ça me met en doute et j'ai peur de pas réussir. Et après voilà, comme je t'ai dit, la course elle est lancée, je suis passé à l'offensive et maintenant faut l'assumer. Et je sais pas si t'arrives à imaginer le truc, mais en fait c'est comme si toute la course t'avais quelqu'un derrière toi et quelqu'un en chasse et tu te dis mais c'est un peu un combat mental en fait. J'avais énormément d'angoisse, énormément de stress, énormément de tension à me dire Moi, les gens, ils sont plutôt devant moi de manière générale dans les courses. ouais. J'ai pas trop ce problème, je suis assez tranquille. mais c'est un stress énorme en fait. C'est comme si sur un ultra trail, un trailer, il se dit au 140e kilomètre d'un UTMB, le gars derrière moi, il est toujours à 2 minutes, mais il m'a repris 20 secondes. Mais imagine à la flégère, par exemple, à l'UTMB, il monte 2 minutes plus vite que moi, mais c'est rien, 2 minutes, il va me reprendre tout de suite. Et une fois qu'il m'a pris, lui, il va être galvanisé. Moi, je vais être au fond du panier parce que je vais me dire, mon Dieu, j'ai fait 140 km en tête, il vient de me rattraper, mais c'est fini pour moi, c'est mort. Enfin, voilà, donc c'est vraiment un stress continu et courir avec pas la boule au ventre, mais voilà, moi, je me dis pendant la pression sur les épaules, en tout cas. La pression, une pression énorme. Au kilomètre 65, il y a un ravito qui contribue aussi à te faire un tout petit peu sortir de ta course, en tout cas qui t'accapare l'esprit de façon imprévue. Ouais, les ravitaux se passent super bien jusqu'au 65e kilomètre. Laurence me les donne parfaitement et m'encourage et voilà, avec un encouragement, comme je l'ai dit auparavant, hein, comme une mère avec son fils, quoi. C'était vraiment, je pense que c'était un instinct maternel d'elle, en fait. Elle voulait le meilleur pour moi et puis elle m'encourageait et puis elle savait comment ça allait se passer et puis c'était un peu fou parce qu'il y avait un Français en tête et puis c'était assez improbable. Enfin, improbable. Peut-être 2 ans auparavant, on n'aurait jamais cru qu'un Français aurait été en tête d'un championnat du monde, 200 kilomètres. Et donc les ravitaux se passent bien et puis au 60e kilomètre, je dis à mon père, papa, c'est mort, je vais pas réussir, je suis KO, ça va pas le faire quoi. J'ai envie de marcher dans le sens où j'ai les jambes qui commencent à tétaniser, je me sens pas si bien que ça va être compliqué cette histoire. Et donc je fais un tour et là je passe au ravito et Laurence en fait me donne 3 bouteilles d'eau. Faut savoir qu'avant à chaque tour, elle me donnait une bouteille de ravitaillement sur laquelle était scotché un gel en fait. Et donc à chaque tour, j'avais ma stratégie, mon protocole de ravito. C'était comme ça qu'on avait mis en place en amont parce que le jour de la compétition, je peux plus réfléchir à me dire je suis peut-être en hypo, je suis peut-être comme ci, faut qu'on adapte le ravito. Non, c'est pas possible. Tout est prêt en amont. Tout avait été fait la veille en fait. Déjà, ça va pas bien parce que je suis fatigué et je me dis ça va être compliqué cette fin de course. Je sais pas si je vais réussir à gagner, je sais pas si je vais réussir à créer l'exploit. Et puis là, elle me tend 3 bouteilles d'eau, enfin 3 bouteilles différentes, une bouteille avec de l'eau, une bouteille avec un liquide un peu rouge, un peu jaune. Enfin voilà, je me suis dit mais qu'est-ce qu'elle est en train de me faire là? C'est quoi ce bazar? Et moi je sais pas laquelle faut que je prenne dans les bouteilles en fait. Je me dis mais c'est quoi? C'est un banquet, qu'est-ce qu'on est en train, je suis pas un bar là. Moi c'est juste une bouteille, celle qui était prévue. Pourquoi on m'en donne 3 quoi? Et donc je prends les 3 et je suis perdu. Il y a une bouteille d'eau gazeuse, il y a une bouteille d'eau plate, il y a une bouteille ma boisson d'hydratation avec les électrolytes et le sucre et tout qui sont dedans. Et du coup, ça m'énerve. Et je prends les 3 bouteilles et je crois que je les éclate au sol, mais peut-être 50 mètres après Laurence et après la tente de l'équipe de France. C'était un signe d'énervement, quoi. Et en fait, par la suite, j'apprends que en fait, c'est papa qui allait voir Laurence pour lui dire on change, faut lui mettre plus de sucre, faut lui donner plus de ravito, il est déshydraté, il est en hypo. Mais en fait, lui, il a voulu bien faire dans le sens où il a voulu faire en sorte que j'ai plus, faire en sorte de mieux me ravitailler pour que ça passe mieux sur les 40 derniers kilomètres. Mais en fait, moi, j'étais perdu et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de me faire? Je suis complètement éclaté, je commence à être fatigué. Là, ils sont en train de tout me changer. Et en amont de la course, aussi, la veille, quand mes proches, quand ma copine, mon frère et mon père étaient en train de préparer mes ravitaillements, moi, j'étais assis sur mon lit. J'étais allongé sur mon lit et je les regardais faire et j'avais dans un coin de ma tête, alors je sais pas pour ceux qui ont la référence, c'est quand Christopher Froome gagne le Giro en 2019 il me semble 2019 sur la 19e étape. Il était très loin en général et il a mis en place une stratégie avec son équipe, à savoir il voulait faire exploser la course à 80 km de l'arrivée. Et la seule façon pour y arriver, il avait dit ce jour-là, c'était de faire en sorte qu'il y ait ses kinés, qu'il y ait ses
les assistants de course qui soient à tel et tel point du parcours de la course en fait, pour lui donner ses ravitaux. Et il avait dit, je vais aller au bout, on a qu'une chance, c'est celle-là pour gagner le Tour d'Italie. Et par contre, il faudra me donner exactement les ravitaillements quand je vais vous le dire, parce que il va me falloir une quantité d'énergie monstrueuse pour faire un contre-la-montre de 80 km. Et et moi dans ma tête, quand je voyais mes proches préparer mes ravitaux, j'étais en mode, demain c'est ce qu'on va faire en fait. Et là, ce qu'ils sont en train de me préparer, c'est un peu ma potion magique pour le lendemain. Si j'ai pas ça, j'arriverai pas à aller au bout des 100 km, parce que je vais faire un effort considérable, ça va être très énergivore. Et le jour en fait où finalement au 65e que mon ravito, ça c'est pas comme prévu, dans ma tête ça s'effondre, et dans ma tête je repense justement à cette image-là de Christopher Froome qui attaque, qui passe à l'offensive, et en fait je me dis, mais ce jour-là, si Christopher Froome il a pas ses ravitaillements, en fait il est en hypo, il va pas au bout, il gagne pas le Giro. Et moi dans ma tête c'était un peu, c'est terminé, j'ai plus mes ravitaux, et après on se dit aussi, au prochain ravito on va me proposer la même chose, et en fait là on part sur un échec total, parce que voilà, ça va pas le faire. Donc je suis sorti un peu de ma bulle pendant 15 km je pense, et à ce moment-là aussi, entre le 65 et le 80, 85, le premier me rattrape, donc c'est du négatif ajouté au négatif, et en fait. Est-ce que tu es en capacité d'accepter ton sort, ou c'est encore un peu tôt? Est-ce que tu sais pourquoi tu te bats à ce moment-là encore? Ouais, tant que le podium est encore dans mes cordes, je sais pourquoi je me bats. Le premier il me dépasse, mais je pense qu'il va 10 secondes plus vite au kilomètre que moi, donc en fait je me dis, puis il est bien en fait, il est facile. Et puis je me dis, bon lui il va gagner, et puis au final à l'arrivée il a 7 minutes d'avance sur le deuxième, donc voilà, ce jour-là c'était le meilleur, et bravo à lui quoi. Et même je pense que si je serais parti plus lentement, j'aurais peut-être pas gagné la course, parce que franchement il a fait une course monstrueuse. Et après je me dis, allez, on s'accroche au podium. Un podium c'est un beau lot de consolation quand même, non? Ouais, je te confirme. donc je m'accroche, et finalement au 92, je crois que à un tour de l'arrivée, le deuxième me passe, pareil, super fort, voilà, le gars, mais par contre lui il souffre depuis le 40e kilomètre, mais il tire une de ses têtes. Moi depuis le 40e kilomètre je me suis dit, allez, toi dans 2 tours t'es sur le bas côté, t'as abandonné, parce que c'est pas possible, t'as une tête, t'as une foulée, tu vas pas tenir l'allure. Mais le gars, ouais, c'était, sans faux jeu de mots, hein, c'était un kamikaze dans sa tête. Fallait oser. Il y avait pas d'autre solution que de rallier la ligne d'arrivée pour lui et de toujours aller plus vite, hein. C'était incroyable. Et d'ailleurs, ce coureur, cette année, il a fait 6h06 au 100 km, il a échoué à 30 secondes du nouveau record du monde, donc incroyable aussi, incroyable de persévérance dans ce qu'il fait. Et donc au kilomètre 97-98, là il y a le 3e et 4e qui me passent. Donc moi je me dis, il y a plus de respect là. Non, c'est comme pour en revenir au cyclisme, un sport que t'as compris que j'aime beaucoup depuis que je suis petit. Le Tour de France, échappé de 200 km, parti au kilomètre 10, rattrapé à la flamme rouge. Dans les journaux on écrira qu'il a été super combatif, on retiendra qu'il a un bon esprit une bonne persévérance, un bon esprit, je suis un bon coureur qui aime bien se battre, qui aime bien aller de l'avant, mais finalement c'est pas moi qui ai la victoire, c'est pas moi qui ai le maillot jaune, hein. Bon, je parlais à la blague là, du manque de respect, mais tu as eu un témoignage de respect aussi, en tout cas tu l'as pris comme tel, ou de réconfort en tout cas, de la part de tes concurrents, avec le système de boucle qui fait que vous vous croisiez quand eux aussi étaient devant et t'ont apporté leur considération. C'était valorisant pour toi? Ouais, complètement. Au 95e kilomètre, le premier, du coup on se croise, on échange un regard, mais pas un regard hostile qu'on pouvait avoir au début. Au début on avait un regard un peu hostile, un peu en mode, par exemple moi j'étais KO, mais je courais quand j'étais KO 60e, je courais avec un grand sourire pour du bluff, leur dire les gars vous pouvez revenir, moi j'en remets une, hein, y a pas de problème, mais là je suis en train de me promener quoi. Et puis eux c'était un peu pareil, hein, ils étaient nous on est tranquille aussi, mais là non, c'était vraiment un signe de respect où on s'est regardé, on a fait un signe, un pouce vers le haut, un peu déjà on se congratulait en avance parce que on avait tous fait une belle course quoi. Et finalement avec le second pareil, à 1 kilomètre de l'arrivée, on est chacun à droite de la route, de la droite respective, on se rejoint au centre et en fait on se tape dans la main, mais c'est quelque chose de très naturel, on se tape dans la main, pareil, un signe de respect mutuel quand on se dit c'est beau quoi. Et pour la petite anecdote, le champion du monde, le deuxième et puis le troisième c'est un Hollandais, maintenant je crois que c'est mes meilleurs amis en fait. On s'est retrouvés belle histoire. Cette année, les Japonais je les ai tous retrouvés, les deux je les ai retrouvés au Japon, le champion du monde à Rookie je l'ai retrouvé à Bologne également. Pete, le Hollandais, on s'est croisé 3-4 fois cette année, mais on échange toujours, mais toutes les semaines, c'est pas tous les jours, hein, mais toutes les semaines on prend des nouvelles, on se demande comment ça va, on se motive pour aller chercher un record du monde. C'est incroyable, c'est devenu des vrais amis, c'est vraiment de vrais amis, parce que on a vécu quelque chose ensemble ce jour-là, en fait qui nous a un peu liés pour toujours, et finalement
Bah, le japonais qui bat son record, qui fait 6h12, celui-là qui fait 6h17, Pete qui fait son record de Hollande qui tenait depuis 40 ans. Bah, en fait, j'aurais pas été là, ils auraient peut-être pas couru aussi vite. Et finalement, eux, ils auraient pas été là. Bah, je sais pas si tu te rends compte, on a été 5 coureurs à battre le record du championnat en une course. Incroyable. Improbable. Oui, parce que avec effectivement le chrono que tu vas réaliser, t'aurais pu être titré dans des circonstances différentes. Ah oui, bah quasiment tous les championnats auparavant, déjà t'es médaillé avec 6h30, et puis bah t'es titré, oui, enfin avec 6h20, 25, t'es titré quoi. C'est normal, c'est la base. Et donc pour en revenir à ta question aussi un petit peu précédente, les 2 derniers kilomètres finalement, bah je m'accroche parce que je me dis, je regarde ma montre et je me dis bon bah allez, il y a le record de France qui est au bout quand même, le 6h23, on va pas cracher dessus quand même, c'est quand même pas mal un record de France. Ça fait 20 ans qu'il a pas été battu le record de France, 23 ans il me semble. 23 ans il me semble qu'il n'avait pas été battu. Et enfin non, 20 ans, c'était en 2002 il me semble. Et puis pareil, par Pascal Fétizon, pour moi c'est un athlète que je suis depuis que je suis tout petit, donc une référence, une légende de la course d'ultra-fond et de même de fond en France tout simplement. De nombreuses sélections d'équipe de France et je me suis dit bon allez, on va aller battre le record de France, on va essayer de faire moins de 6h20. Et puis dans un élan un peu d'euphorie, bah à la fin le dernier kilomètre, je le tourne il me semble à 16,5 à l'heure. Donc ouais, j'étais content. Tu boucles donc ces championnats du monde de 100 km en 6h19 et 51 secondes à la 5e place. Tu vis un moment paradoxalement assez contrasté à l'arrivée? Oui, à l'arrivée, moi j'aime bien quand je franchis une ligne d'arrivée, entre guillemets, qu'on me fiche la paix, dans le sens où c'est mon moment à moi. Je suis pas un flambeur, je vais pas célébrer, je vais pas courir comme on peut voir les marathoniens qui ils font demi-tour pour les meilleurs marathoniens quand ils gagnent un marathon, ils font demi-tour pour aller célébrer avec toute la foule. Je suis pas comme ça, je suis quelqu'un qui a besoin de se poser 30 secondes, 1 minute pour analyser ma course, me dire bon bah c'est fini. Et puis quand on est coureur, quand on fait des longues distances comme ça, on s'imagine pas ce qui peut passer 1 heure après la course. Le monde peut s'arrêter de tourner finalement quand on franchit la ligne d'arrivée. C'est à ce moment-là finalement qu'on se dit ah en fait la Terre elle continue de tourner, il y a pas que la course à pied et ma course elle est terminée, mais il y a autre chose qui se passe. En fait, ça, j'en avais pas pris conscience. On est tellement dans notre bulle, en fait, que c'est très compliqué d'imaginer un après-course, une après-course. Et finalement, ce moment-là, il y a mon papa qui m'attend à la ligne d'arrivée, les bras grands, ouverts. Et en fait, 5 mètres après que je franchisse la ligne d'arrivée, il me prend dans ses bras, il en pleure. Mais moi, en fait, à ce moment-là, c'est quelque chose que je voulais pas, en fait. Moi, je voulais être tout seul, savoir si j'étais heureux, si j'étais triste, parce que c'était la confusion un peu dans ma tête. C'était ouais, j'ai battu le record de France, j'ai explosé mon record de 23 minutes, mais j'ai pas gagné la course, j'ai pas battu le record du monde, j'ai même pas fait de podium, c'est la honte, c'est pas ce à quoi je m'attendais. Et moi je voulais vraiment être tout seul à ce moment-là. Et puis bon après voilà, j'ai fait un malaise, j'ai été un petit peu remis sur pied quand même parce que voilà, j'étais un peu en train de j'étais pas dans un bon état, on va dire, à l'arrivée, parce que je me suis donné pleinement. Et ouais, j'avais l'impression qu'on m'ait un peu volé cette sensation d'arrivée, cette sensation de ce temps pour soi qu'on a à l'arrivée en général d'une compétition. Mais je lui en veux pas, enfin mon père, je lui en veux pas parce que c'est un grand émotif en fait. Et donc voilà, pour lui c'est naturel, pour moi c'est quelque chose qui me plaît pas forcément, mais voilà, je n'en voudrais jamais m'avoir entre guillemets volé ce moment-là. Finalement, on l'a partagé aussi, cette arrivée. Donc c'était beau d'une certaine façon, mais par exemple, je sais que mon frère, ma copine étaient derrière les balustrades, mais peut-être même à 50 mètres, et eux, ils étaient en pleurs, en larmes. Mais voilà, moi, je le savais pas à ce moment-là. Je vais donner quand même les résultats pour nos auditeurs, même si la course date un peu, mais c'est donc Haruki Okayama qui a gagné en 6h12. Les autres Français, pour en parler, Benjamin Paulin, ton partenaire, 19e en 6h45, Julien Nison, 24e en 6h49, et Jérôme Mirassou, 32e en 6h55, et Eric Clavry a abandonné, je crois, au 40e kilomètre de mémoire. Ça, c'est chez les hommes. Chez les femmes, elles ont brillé, nos Françaises, avec Floriane Hoth qui a été titré pour l'occasion, un nouveau record d'Europe et de France par la force des choses à la clé. Camille Chéniaud, 2e dont tu parlais aussi. Et donc une 2e place par équipe, si on regarde aussi collectivement, à la fois pour elle et pour vous. T'arrives à te satisfaire, là, une fois les considérations plus personnelles et sur toi ton résultat, est-ce que t'arrives à te satisfaire de ce succès collectif? Ouais, j'ai du mal à me satisfaire. Après, directement, après que je me remets un peu de mon malaise, je file au contrôle antidopage parce que pour homologuer un record national, il faut aller au contrôle antidopage et c'est normal. Et voilà, il y avait aussi les 5 premiers qui allaient au contrôle antidopage dans tous les cas. Donc je le fais assez rapidement. Heureusement, j'avais envie de faire pipi. Et donc après, je redescends. Et en fait, là, il y a tout le monde qui est là. Et puis moi, j'ai pris du temps pour moi, comme je t'ai dit, pour analyser ma course, pour faire redescendre un peu la pression, le stress que j'avais en moi aussi.
Et je commence à débriefer un petit peu avec mes parents et avec ma copine, et je vais les voir, et je pense que le premier mot que j'ai à leur dire, c'est pardon, quoi, je suis désolé de pas avoir réussi, en fait. Et ils me disent, mais non, c'est pas grave, c'est super ce que t'as fait, tu te rends pas compte, etc. Et ma maman arrive, parce que ma maman elle était à l'autre bout du parcours. Donc ma maman arrive, et du coup je dis pareil à maman, je lui dis, bah je suis désolé, j'ai pas réussi. Elle me dit, mais non, mais elle me dit, parce que du coup elle était à l'autre bout du parcours, donc elle savait plus trop combien de kilomètres j'avais fait. Elle était au kilomètre 97, 98, un truc comme ça. Et du coup bah je lui dis, bah non maman, comme tout à l'heure, hein, j'ai pas réussi à les rattraper. Hein. J'ai fini cinquième. Et elle me dit, mais c'est super, tu te rends pas compte, 5e mondial, c'est incroyable. Et elle me dit, et le chrono, t'as fait quoi? Je lui dis, 6h19, 50, 51. Elle me dit, mais c'est génial, t'as fait moins de 6h20. Elle essayait de trouver les mots pour me réconforter, quoi. Et je lui dis, oui, c'est bien. J'ai battu le record de France d'il y a 20 ans, quoi. Et puis elle s'arrête, elle me dit, mais t'as battu le record de France, mais c'est incroyable. Mais tu te rends pas compte? Et là, elle s'est mise à pleurer. Mes proches ils étaient un peu tous en retenue, un petit peu en mode, on retient nos émotions, quoi. Et là, je les ai tous vus pleurer. Et je me suis mis à pleurer, et je me suis dit, c'est beau ce que je viens de faire, en fait. C'est magnifique. C'est ce moment-là où tu réalises? Ouais, là, je réalise que ce que je viens de faire, c'est beau. Mais parce que mes attentes étaient là, et je suis arrivé là, en fait. Et pour moi, là, c'est l'échec, et là, c'est la réussite. Mais en fait, là, c'est aussi la réussite, quoi. L'échec, c'est peut-être l'abandon. C'est peut-être, c'est peut-être pas se donner à 100%, même pas l'abandon. C'est peut-être pas se donner à 100%, l'échec. C'est peut-être ça. Et puis, le long du parcours, auparavant, il y a tous mes coéquipiers, en fait, de l'équipe de France, qui m'encourageaient à chaque fois que je passais. Avec Camille, on avait toujours un échange de regards. Parce que Camille, elle a fait la course en tête aussi, hein, faut savoir, quasiment toute la course. Elle se fait reprendre, je sais pas, peut-être au 90e kilomètre ou 80e kilomètre. Elle fait toute la course en tête. Et on était un peu dans la même dynamique, tous les deux. On était en mode, on va le faire, on va réussir, et on va faire réussir ensemble. Et on est assez fusionnel avec Camille, dans le sens où on se comprend très bien, et même sans se parler, on sait ce que ressent l'un et l'autre. Donc, rien qu'avec le regard, quand je regardais Camille, j'étais un petit peu en mode, allez Camille, tu vas le faire. Et elle me regardait, elle était, c'est pareil, mais elle devait se dire, c'est incroyable ce qu'il est en train de faire, et on va y réussir tous les deux, on va gagner chacun, en homme et en femme, quoi. Et donc là, je retrouve mes coéquipiers à l'arrivée, et puis voilà, je leur dis, je suis en mode, désolé les gars, j'ai pas gagné, quoi. Je suis nul. Mais je sais même pas si je demande les résultats qu'ils font personnellement, parce que je suis trop omnibulé par ma personne et par mon échec de ce moment-là. Et là, ils viennent vers moi avec un énorme sourire. On est deuxième. Et je leur fais, non, on n'est pas deuxième. Hein. Je vous promets, je suis 5e. Je sais compter, voilà. Je suis 5e, je suis pas deuxième. Le podium, là, je viens de voir les gars faire le podium, faire la première cérémonie protocolaire. J'ai pas été convié, hein. Je suis pas deuxième, je suis 5e, je vous promets. Et ils me disent, non, mais on est deuxième. Et je leur dis, mais comment ça, on est deuxième? Et c'est là que je me rends compte, je me dis, ah ouais, c'est vrai qu'il y avait un classement collectif aussi au truc. Là, je m'en souviens plus de ça. Et en fait, eux, mais ils sont, une émotion, incroyable, parce que comme tu dis, Benjamin, il fait 19e, Julien, il fait à peu près 25e, quelque chose comme ça. Et en fait, eux, ils jouaient pas les premiers rôles, ils jouaient pas le podium individuel, ils jouaient un record personnel, faire le mieux pour le collectif. Et là, pareil, leur famille, leurs proches qui sont autour. Et ils fêtent ça, mais incroyable, parce que c'était improbable qu'on ait une médaille par équipe. Sur le papier, on était peut-être la 5-6e nation. C'était improbable qu'on batte les Sud-Africains, qu'on batte les Américains, qu'on batte les Allemands, qu'on batte les Anglais. Et là, du coup, on est deuxième, et je me dis, c'est magnifique ce qu'on vient de faire. Et finalement, le soir, on va la cérémonie protocolaire, mais c'est une joie immense de monter sur le podium avec les camarades, parce que, mais même avec quelqu'un comme Eric qui a abandonné, on se dit, il a rien apporté à l'équipe. Au contraire, il a tout apporté à l'équipe, parce que Eric, quand il a abandonné, je pense que moi, j'aurais arrêté la course, je serais rentré à l'hôtel. J'aurais même pas fait attention aux résultats des autres garçons. Parce que j'étais trop personnel à ce moment-là. J'étais trop imbu de ma personne, et j'étais trop individualiste. Mais Eric, il a abandonné au 40e. Mais après, il était sur le bord du parcours. Et il m'encourageait tout le temps. Il n'arrêtait pas. Alors que il venait de vivre une désillusion ultime parce qu'il venait d'abandonner. Et c'est pas quelqu'un qui abandonne si facilement que ça. Mais il était sur le bord du parcours. Il m'encourageait. Il nous encourageait tous. Donc, il a pris part à ce résultat. Même s'il n'est pas dans les 3 premiers de l'équipe. Il a abandonné. Il a fini 5e. Mais il nous a encouragés. Il nous a motivés. Donc, sa médaille, son podium, cet instant de bonheur et de partage collectif, en fait, il l'a mérité autant que tout le monde, en fait. Autant que le coureur qui a fait 6,49, que le coureur qui a fait 6,45, que moi qui fais 6,19, on a tous apporté notre pierre à l'édifice, quoi. Est-ce que tu changerais quelque chose sur ces 100 km? Non, je referais la même course. Et peut-être plus dialoguer avec mes proches, surtout avec mon père, pour lui dire voilà, n'aie pas peur, ça va bien se passer, et change pas tout, fais-moi confiance. Cette course, elle t'a appris quoi sur toi? Comme je t'ai dit, auparavant, je suis quelqu'un qui analyse très vite la situation et qui se projette très rapidement sur la suite. Et finalement, ce jour-là, je me suis dit, je suis passé à ça, quoi. Je suis passé à ça de créer l'exploit. Et avec mon prépa mental, avant la course, on s'était dit, mais est-ce que c'est intéressant quand on regarde un match de foot
que une équipe gagne en faisant un penalty, c'est pas beau parce que voilà, un penalty, on a, je sais pas, peut-être 80% de chance de mettre un penalty parce que c'est facile en fait. Mais par contre, quand on voit quelqu'un qui fait un retourné acrobatique, c'est beau quoi, c'est spectaculaire. Et enfin moi ce jour-là avec mon prépa mental, je lui ai dit bah moi la course je veux la marquer de mon empreinte et je veux faire un retourné acrobatique quoi. C'est comme ça quand on crée le spectacle que moi au-delà de créer le spectacle pour les autres, c'est comme ça que moi je vibre et que je vis la course. Et du coup bah c'est pareil à posteriori, je me suis dit bah si j'aurais amélioré un petit peu ça, un petit peu ci, un petit peu ça, un petit peu plus d'expérience, un petit peu une allure un petit peu plus régulière parce que j'ai du mal à courir seul à une allure régulière, c'est-à-dire que ma vitesse de croisière, mettons, elle est à 16,5, 17, bah je peux osciller entre 15,5 et 17 quoi. C'est voilà, on perd de l'énergie, c'est énergivore de faire ces choses-là. Donc le soir de la course bah je savais déjà un petit peu ce que je voulais faire, j'ai pas vraiment dormi le soir après la course. Et le lendemain matin, au petit déjeuner, bah, je suis allé voir avec mes copains sud-africains, parce que les Sud-Africains qui étaient là, c'était des copains que je m'étais fait en Afrique du Sud lorsque j'avais fait le 50 km. Et donc, on a regardé les Comrades, bah, tous ensemble avant de rentrer en France. Je suis allé voir le champion du monde, Haruki, il y avait son papa qui était là aussi. Bah, pareil, son papa, bah, c'est devenu un super ami, pareil. Et je leur ai dit, bah, le record du monde, Haruki, franchement, vu comment t'as couru, tu peux le battre. Et son papa, il m'a dit, mais non, Haruki, je sais pas si tu peux le battre, mais toi, tu peux le battre, par contre, Guillaume, le record du monde. En anglais, hein, pas en japonais. on conversait. Et moi, je me suis dit, bah ouais, le record du monde, je veux le faire. Et puis, bah, quitte à faire, quant à faire, bah, on va le faire au Japon, avec vous, les gars. Pourquoi se refuser ce plaisir-là? Guillaume, justement, on approche de la fin de l'épisode. Si tu veux bien nous partager, là, je pense que c'est important que tu nous racontes quand même cette tentative de record du monde. C'était en mai de cette année. Est-ce que tu peux bien nous en parler en 2-3 minutes, nous vous expliquer un petit peu le contexte, la façon dont la course s'est passée pour toi? Ouais, donc je suis allé au Japon avec ma copine pendant quasiment une semaine pour m'acclimater, pour le décalage horaire, etc. Donc le jour de la compétition, c'était le 100 km de Tokyo Shibamata. Shibamata, c'est un quartier de Tokyo. Donc course ultra propice à la performance, aller-retour sur du bitume, 50 km dans un sens, 50 km dans l'autre sens. 3 lièvres mis en place par l'organisateur pour aller chercher le record du monde. 4 coureurs à vouloir faire le record du monde. Donc Haruki, le champion du monde, le vice-champion du monde aussi, et Jo Fukuda qui a fait 2,10 au marathon, donc gros potentiel sur 100 km aussi, qui court 300 km semaine, donc gros potentiel. Donc on part tous les 4 avec les 3 lièvres devant, tout se passe très bien, et les lièvres s'écartent au kilomètre 40, et puis là bah Jo Fukuda il explose, il abandonne, il était pas dans un bon jour, et puis voilà, les conditions, la météo au départ était peut-être à 25 degrés, temps couvert, donc ça passe, tu vois. Et après mi-course, les nuages partent, le soleil tape, température 38 degrés, 85% d'humidité, le bitume comme un circuit automobile, ça fume, le bitume il fume, mais vraiment il y a des vapeurs qui sortent du bitume tellement ça fume. Donc là on est plus que tous les trois avec le champion du monde, le vice-champion du monde et puis moi. On se passe des relais, mais le moment humain qu'on a eu tous les trois à ce moment-là, c'était on passe en 2h57-30 aux 50 km, donc en avance sur les bases du record du monde, mais incroyable, on devait passer en 3h03. Donc on passe avec une avance, mais confortable en fait. Hein. Et à ce moment-là, on se regarde tous les trois, on se passe des relais. En fait, on s'entraide quand on arrive au ravito parce que on se dit, mais on sait même pas en fait si... Pour nous, le record du monde il est déjà fini. On va pas réussir à faire le record du monde, mais on y va, on s'y accroche parce qu'on se dit de toute façon, on est parti pour ça et il y a pas de marche arrière. On peut pas faire marche arrière maintenant, on est lancé et on y va. Et en fait, on part tous les trois à l'abattoir, très clairement, parce que en fait, dans la suite de la course, on va tous exploser un par un. Moi, je fais un malaise au 55e kilomètre, donc je perds connaissance, je repars, mais je suis même pas conscient que j'ai fait une perte de connaissance. C'est quand je regarde ma montre au kilomètre, quand ça bip à l'autolap, je regarde et ça me met 5 minutes. Je me dis, qu'est-ce que je viens de faire? Normalement, c'est 3h30 que ça affiche. Pourquoi 5 minutes? Et pour moi, je venais juste de trébucher, de tomber par terre et je venais de repartir. J'avais pas conscience que je venais de faire un malaise. Donc je repars, je me suis dit, bizarre. Donc je continue. Et puis là, les kilomètres, c'est vraiment compliqué. Tous les 3 kilomètres, je m'arrête au poste de ravitaillement pour m'arroser, pour m'hydrater. Je commence à voir ma peau qui devient toute rouge. Enfin, c'était un peu incroyable le truc. 70e kilomètre, je refais un second malaise. Mais dans ma tête, c'était... ok, je vais pas faire le record du monde, mais mon record de France, je vais l'éclater, là, c'est sûr. Je cours toujours à 14, 15 à l'heure, ça va le faire.
et je demande toujours les écarts avec les deux premiers. J'avais un team Salomon qui était là aussi pour m'accompagner, un team local. Je leur demandais les écarts, quoi. Je leur disais, ils sont où devant? Et je leur ai dit, t'inquiète pas, je vais les rattraper. Patience, mais je vais le rattraper devant. Et au 70e kilomètre, bah, là, je fais un second malaise. Ma copine était là, à ce ravitaillement-là. Et il y a tout simplement le staff médical qui est là. Et en fait, bah, ils me disent d'arrêter parce que bah, je titubais sur la route, hein. Je courais on avait l'impression que j'étais en train de faire le marathon du Médoc, quoi. Je passais de droite à gauche, quoi. Donc, je sais pas ce qu'il y avait sur leur ravito, mais voilà. Probablement non. un grand cru, ouais. Ouais, un grand cru japonais, sûrement. Mais, non, mais j'ai fait un malaise. Et là, du coup, ils m'ont pas laissé repartir. Mais moi, quand je me suis remis de mon malaise, j'ai dit à ma copine, bah déjà, je savais plus où j'étais, donc c'était un peu bizarre. Il y avait tout un tas de Japonais qui étaient autour de moi et j'étais en pleurs, j'étais en train de dire à ma copine, mais mais on est où? C'est qui ces gens? Et du coup, elle me dit non, là on arrête. Le staff médical m'a interdit de continuer. Et après, j'ai été pris de différents vomissements, etc. Et finalement, peut-être 5 minutes après 5 minutes, j'exagère, mais quand je retourne au camp de base où était le départ, le village de la course, le camp de base de la course, en fait, le premier, il arrive, il fait 6h30 quasiment. Il est dans le coma. Le deuxième, j'apprends qu'il a abandonné au 92e kilomètre, qu'il est pas bien, qu'il est à l'hôpital. Donc en fait, déjà, je me rends compte de la chance que j'ai eue d'être arrêté au bon moment. Mais derrière, j'analyse la course, et je me dis, mais c'est incroyable, c'est la première fois que mon corps me lâche avant mon esprit, parce que souvent, on lève le pied parce que mentalement, on se dit, bah allez, je vais relever un peu le pied, c'est plus facile quand même là. Si je me mets 10-15 secondes plus lent au kilomètre, ça va le faire. Un trailer, il va se dire, la côte là, pourquoi je vais la courir? Allez, je marche dedans, ça va le faire, ça va être aussi bien. Et allez, je tombe un peu dans une zone de confort. Et ce jour-là, en fait, j'ai pris un énorme plaisir dans l'inconfort et j'ai pris du plaisir à souffrir. Et pour moi, c'était un déclic, cette course. Un peu comme si j'avais une mission à accomplir, en fait. Et la mission passait avant tout. Et finalement, j'avais en tête, je m'étais tellement entraîné j'avais voyagé à l'autre bout du monde, j'avais mon partenaire qui était à 100% derrière moi pour cet événement. Je pouvais pas arrêter, en fait, c'était inconcevable. Et même personnellement, pour mon ego, pour tout ce que j'avais mis en place et tout ce que j'avais fait, pas subir, mais les concessions qu'ont fait mes proches tout au long de ma jeune carrière, je pouvais pas arrêter. Me dire ah bah il fait chaud, j'arrête. Non, fallait que j'aille au carton, quoi. Fallait que ça se passe mal. Fallait que je sois contraint par les éléments d'arrêter. Tout s'est bien conclu là pour tes deux petits camarades qui ont eu un coup de mou? Oui, ils s'en sont bien remis. Tout va bien. Ouais, ils s'en sont bien remis. Et puis pour preuve, le vice-champion du monde, un mois après, il fait 6h06. Donc lui, il s'en est plutôt bien remis. Et après, je sais que Haruki, le champion du monde, il en a enchaîné 3 100 km en 2 mois. Donc le 100 km à Tokyo, le 100 km un mois après le championnat d'Asie, encore un mois après. Et là, je sais qu'il a une double fracture de fatigue au niveau des fémurs. Donc peut-être un petit peu trop là. Tu nous l'as expliqué, on mesure bien ton tempérament, t'es tout de suite dans la projection, tu clôt un chapitre, t'es déjà au réveil le lendemain matin en train d'écrire le nouveau, de ce que je comprends. C'est quoi le prochain? Là, moi, pour l'instant, ce qui m'anime, c'est de toujours, c'est d'atteindre ce que j'ai pas réussi à atteindre, c'est-à-dire le titre mondial, ou du moins un podium mondial, parce que il faut pas non plus se dire je vais être champion du monde et si j'ai un podium, c'est un échec, parce qu'en fait, je suis passé si près d'un podium que finalement on m'aurait donné le podium. Je pense qu'aujourd'hui je m'en satisferais aussi du podium. Donc l'objectif ultime, c'est d'être champion du monde, parce que les chronos ça reste éphémère, mais un titre mondial ça restera à vie, un podium mondial ça restera à vie. Et l'objectif c'est de battre le record du monde, et en tout cas de le retenter s'il faut le tenter. Et ça c'est ça aussi que j'ai appris, c'est que finalement il y a pas besoin de se mettre de la pression ultime pour battre le record du monde, parce que comme m'ont dit mon partenaire avec Salomon, toutes les personnes qui travaillent là-bas, ils m'ont dit mais peut-être que ça sera au bout de la 10e tentative que tu vas battre le record du monde, mais nous on sera là pour toi, on sera là pour t'épauler, pour te soutenir dans ce projet-là. Donc ça c'est quelque chose qui rassure énormément dans une projection à long terme. Donc les deux gros objectifs pour le moment, ça sera de bien figurer un championnat du monde, de faire une course pleine du premier au dernier kilomètre, de faire un podium individuel, voir le titre mondial, et de s'attaquer au record du monde. Et j'espère être le premier être humain à courir au moins de 6 heures le 100 km. Parfait, ça nous fait plein de futurs rendez-vous là pour en discuter, je le sens. Merci beaucoup Guillaume, on va conclure cet épisode avec une traditionnelle question de conclusion qui est le motto de la fin. Est-ce que tu aurais une devise qui t'est chère à partager avec nous? Ouais, c'est une devise, alors c'est en anglais, c'est In impossible I see I am possible. Donc en français c'est en fait dans le mot impossible en anglais, ça veut dire impossible. Donc dans le mot impossible, moi je vois possible, je vois pas le impossible. Je me réfère que à possible. Et quand on me dit c'est impossible de faire ci, c'est impossible de faire ça, t'y arriveras jamais,
quand j'étais petit, que je disais à plein de personnes que moi je veux faire les Jeux sur marathon, mais à l'époque je sais pas, je courais peut-être que 2 kilomètres à l'allure du marathon pour avoir les minima olympiques. On me disait mais c'est impossible. Et ça c'est quelque chose qui m'énerve en fait, quand on me dit c'est impossible de faire ci, c'est impossible de faire ça. Et c'est aussi ce que j'essaie de retransmettre un peu aux plus jeunes qui me demandent des conseils pour leurs études, pour l'entraînement, pour la course à pied. Je leur dis toujours écoutez vraiment les personnes qui sont là pour vous. Si une personne vous dit que c'est impossible, l'écoutez pas. Et à mon sens, c'est pas quelqu'un sur laquelle il faut avoir de l'attention. Il faut avoir de l'attention sur les personnes qui croient en vous. Après, il faut aussi distinguer le côté, par exemple, je vais être champion du monde, je vais être ci, je vais être ça. Mais par contre, en face, faut faire un travail un travail de dur labeur. Faut mettre en pratique ce qu'on veut. Et en fait, si on a les objectifs là, il faut se mettre au moins ici pour les atteindre en termes de rythme de vie, en termes d'entraînement, en termes de rigueur. On peut pas dire, par exemple, demain, par exemple, mon chrono sur marathon actuellement est à 2h15. Je vais pas te dire, demain je vais faire les Jeux sur marathon en 2024. Non, c'est du rêve. C'est bullshit, quoi. C'est impossible. Je peux pas gagner autant de temps, je peux pas gagner 7 minutes sur marathon comme ça en quelques mois, c'est pas possible. Mon niveau actuel me le permet pas. Mais par contre, si je te dis demain sur marathon, je vais faire 2,14, 2,13, 2,12. Oui, mais je vais mettre en application pour y arriver. Et sur le 100 km, j'ai fait 6,19 comme j'ai pu te le raconter, en passant par différentes il y a tout à optimiser encore sur mon 100 km. Donc si je te dis demain je vais faire 6,15, 6,10, c'est possible, tu vois. Mais si je te dis je vais faire 6,5, en fait, le record du monde il est à 6h05, mais moi, je sais que foncièrement, j'ai les capacités et le jour où toutes les planètes seront alignées, je peux le faire. Si je te dis, je vais faire le 100 km en 5h30, non, c'est inconcevable, c'est pas possible. Donc voilà. Dans le mot impossible, moi, je vois possible. Merci beaucoup Guillaume, ça en est fini de cet épisode déjà malheureusement. Merci beaucoup d'avoir partagé avec cœur et puis avec franc-parler aussi, c'est très agréable de nous avoir raconté tes championnats du monde et puis ce que tu as pu et su tirer comme enseignement. Je pense que ça peut aussi servir à beaucoup d'entre nous, chacun à notre humble niveau. Ça a été évidemment une phénoménale performance, même si pendant un certain moment elle a pu être une source de déception pour toi. En tout cas, elle est annonciatrice d'un palmarès qui n'en est qu'à ses débuts, en tout cas j'en doute pas un instant et puis surtout je te le souhaite. Plein de réussite pour toi, plein de bonheur dans tes futurs défis et puis continue à t'accomplir aussi pleinement dans l'exercice de cette si belle passion qui est la course à pied. Merci beaucoup et merci pour le podcast. Et j'espère que ça donnera peut-être l'envie à des coureurs de se lancer sur le 100 km. Pourquoi pas à des marathoniens de se lancer sur le 100 km, pourquoi pas à des trailers de se lancer sur la route, même si c'est peut-être un peu plus compliqué dans le sens où c'est vrai que le 100 km, c'est une introspection, c'est un voyage de soi-même, parce que c'est vrai que quand on tourne en rond sur un circuit de 7 km 5, on voit pas le Mont Blanc, mais par contre je peux vous promettre que on apprend énormément sur soi et ça je pense que c'est magnifique et pour avoir couru différents marathons, différentes expériences sur marathon, ça n'a rien à voir. C'est le 100 km, c'est pas le marathon et vraiment on apprend à se découvrir en tant qu'être humain et je pense qu'aussi le 100 km véhicule de vraies belles valeurs. Mixons les courses et les typologies de courses, les opposons pas en tout cas. Et c'est vrai qu'on le verra bientôt sur du trail, hein, Guillaume, bien sûr, c'est ça que je comprends aussi, bientôt avec le Mont Blanc en ligne de mire. Pas tout de suite, un jour, on sait jamais, on verra bien ce que la vie nous raconte. Merci pour ton temps, j'ai rien vu passer, c'était un super chouette moment. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez écouté jusqu'ici, c'est qu'il vous a probablement plu. Alors n'hésitez pas à noter le podcast et rédiger un avis sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est essentiel pour soutenir ce travail indépendant. Cela ne vous prendra que quelques secondes et ça change beaucoup de choses pour le podcast. Et pour être sûr de ne manquer aucune course épique à venir, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute. Merci encore infiniment pour votre soutien, votre fidélité et vos chaleureux messages que je lis et auxquels je réponds avec un immense plaisir. S'il vous plaît, continuez. À très bientôt pour une nouvelle course épique, évidemment.